Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book host-read sponsorships or run your own ads all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un invité hors norme, un joueur dont le talent brut n'a d'égal que le franc-parler. Il se définit lui-même avec une pointe d'ironie comme le Poulidor du polo. Avec un palmarès vertigineux comprenant un double titre de champion de France et pas moins de 12 titres de vice-champion, sa longévité force le respect absolu. De ses débuts extrêmement précoces au Dauphin de Sète, guidé par un héritage familial incontournable jusqu'à sa retraite sportive au Pays d'Aix Natation, il a traversé toutes les époques. Joueur professionnel de 1996 à 2025 et membre de l'équipe de France olympique à Rio en 2016, il a tout vu, tout gagné et surtout tout vécu. Au programme de cet épisode exclusif, l'ascension et l'exil espagnol. Découvrez comment ce surdoué des bassins, sacré meilleur buteur du championnat de France année après année dans sa jeunesse, a dû bousculer les portes pour s'exporter vers la Catalogne et Sabadell afin de trouver une véritable culture du sport de haut niveau. Les drames et la reconstruction. Notre invité se livre à cœur ouvert et sans artifice sur la perte tragique de son grand frère, une épreuve humaine dévastatrice qui a profondément bouleversé sa trajectoire personnelle et l'a forcé à se réinventer. Des vérités qui dérangent. Accrochez-vous car les balles perdues vont pleuvoir. De l'abandon critique de la formation des jeunes en France au choix politique controversé du staff de l'équipe nationale, en passant par les dérives financières de certains grands clubs, il ne mâche pas ses mots pour dénoncer ce qu'il perçoit comme le sabordage de son sport. Et enfin, le miracle de Trieste. Vivez de l'intérieur le récit haletant de la qualification inespérée pour les Jeux Olympiques de Rio, marqué par ce pénalty échappé des mains et cette victoire mémorable contre les Pays-Bas. Enfilez votre bonnet, ajustez vos lunettes. Entre coups de gueule assumés, passion dévorante et leçons de résilience, c'est Mathieu Pesson qui s'empare du micro aujourd'hui. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Comme on vous l'annonçait la semaine dernière, fin des championnats et on attaque une petite série d'invités. Et pour attaquer cette série, démarre avec Mathieu Pesson, légende du water-polo français. Mathieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Merci de votre invitation. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Donc, Mathieu Pesson, ancien joueur professionnel de water-polo de 1996 à 2025. J'ai été membre de l'équipe de France de 1999 à 2017, membre de l'équipe de France olympique en 2016 à Rio, double champion de France et pas moins de 12 fois vice-champion de France. Je crois que c'est passé pas un record. Le Poulidor du polo. Et puis voilà, maintenant retraité. Et très heureux très fier d'avoir fait cette carrière en ayant débuté au Dauphin de Sète et en ayant fini au Pays d'Aix Natation, d'Aix-en-Provence. Première question, comment tu es venu au water-polo d'abord à Sète?
Bon, très simplement, Sète, c'est une ville d'eau qui est toute une île et au final, à Sète, il y avait pas tant de choix que ça. Il y avait le foot, il y avait le FC Sète, il y avait l'Arago, le volleyball et il y avait les Dauphins de Sète. Donc, moi, j'ai commencé à jouer au foot quand j'étais tout petit. J'ai commencé à nager parce qu'en fait, il faut savoir que mon grand cousin, mes deux grands cousins, mes deux grandes cousines et mon frère ont fait natation, water polo, on fait natation pour mes cousines au Dauphin de Sète puisque mon oncle Michel, notre regretté Toul faisait partie de la direction du club des Dauphins. Donc voilà, donc très simplement par on va dire une continuité historique familiale quoi. Ça a été une évidence. Je me suis jamais posé la question de savoir si c'était bien ou pas quoi. Et donc voilà, donc j'ai commencé à 2 ans, 7 ans j'ai eu un petit coup de mou, donc j'ai arrêté. J'ai fait tennis, basket, foot, tout ce que je pouvais. Et à 8 ans et demi, j'ai repris la natation et à 9 ans, j'ai commencé le polo et je ne me suis plus jamais arrêté. Mathieu, le club des Dauphins est un club historiquement formateur, puisque Mmh. il y a eu beaucoup de joueurs issus de cette petite ville. Hein. Sète, c'est une ville de 40-50 000 habitants. Et malgré ça, il y a OK. toujours eu enfin, est-ce que tu te rappelles un petit peu des formateurs que tu as eu au début, les initiateurs, et puis ensuite les entraîneurs que tu as eu dans tes catégories d'âge aux Dauphins? Oh, vous savez, à l'époque, c'était assez restreint, quoi. Moi, je me rappelle que j'ai commencé les bébés nageurs avec Paul Bosquer dans le petit bain de Biascamano, de Langevin, que tu as dû connaître à l'époque. Ouais. Derrière, je suis passé avec la regrettée Madame Boniou, que nous avons perdu il y a pas très longtemps. Voilà, Ouais, je me Nanou, voilà, notre maman dauphin qui a appris à nager à toute la ville avec Jeannot. Donc après, j'ai eu Nanou. Après, j'ai eu Jeannot. Et très naturellement, celui qui s'occupait de tous les jeunes à l'époque et de la formation, c'était Yannick Bougnou. Donc, moi, je me rappelle qu'à 9 ans, on n'avait pas encore des 9 ans. Nous, on avait je crois que les minimes commençaient à l'époque à l'âge de 13 ans. Et moi, quand j'ai commencé, j'étais déjà en surclassement de 3 ans sans avoir fait du polo. Et après, derrière, je crois que en arrivant en élite, j'ai eu Joseph, Mister Balanov. Et après, derrière, les équipes de France. Mais sur ma formation, entre parenthèses, à 7, en termes de polo, je n'ai jamais eu que Yannick Bougnou et un petit peu Joseph à la fin sur les 1 à 2 ans avant de partir et la dernière année, Balanov avant de partir en Espagne. Alors sans rentrer, enfin plutôt en rentrant dans le vif du sujet, donc je l'ai dit, Sète a été un club formateur pendant des années. Toi, Enzo 4, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a eu plein. Il y a des joueurs qui ont été formés directement à Sète, et puis il y a des joueurs qui sont venus se perfectionner à Sète. On pense à Gilles Madolena à l'époque, à Vincent Denardi, Bruno Andrieux, tout ça, et puis votre génération après, Joyce, Lotman, tous ces joueurs-là. Alors tu m'as parlé d'Yannick que je connais bien évidemment. Qu'est-ce qui manque à Sète aujourd'hui pour produire à nouveau? Alors je sais que c'est peut-être un sujet un peu vaste, mais qu'est-ce qui manque à Sète pour produire à nouveau des joueurs de qualité, puisqu'il y a quand même toujours un vivier, les Dauphins c'est toujours populaire. Pourquoi Sète arrive plus, à de rares exceptions près, à sortir des joueurs quand même de niveau, je parle pas d'équipe de France A, mais des joueurs majeurs d'élite. Est-ce que tu as une explication à ça? Oui, je vais aller même plus loin, hein. Je pense que à l'époque, tu peux citer je ne sais combien de joueurs formés à 7. Et je te citerai que les Cyril Aclo, les Pascal Palanca, les Nicolas Casada, les Clément Le Tallec, moi, Eric Foutier, Bruno Dubois, Sébastien Alors, Filleul, Jean-Baptiste Favry, qui a été recruté à Grenoble, Quentin Chipotet, qui a été recruté à Robert Sinclair, Gilles Madeleina, Vincent Benardi, Yannick Bougnou, Bruno Serrato, qui fait partie des équipes de France, et notamment deux Olympiens, encore une fois, à cette époque-là, avec Gilles, si je dis pas de conneries, et Vincent. Voilà, et derrière, Enzo et moi, avec Billy en pré-olympique à Trieste, Joyce Lotman, Almuzara, Florian Brito, mais on en sortait à donc, l'appel. Je veux dire, c'était Donc Armo, donc Georges Armo, oui, Montois. David Comet, Logan Pio, Georges Montois, mais la liste, elle est exhaustive, elle est inarrêtable de cette liste. Donc encore une fois, pourquoi, pour répondre à ta question, ben le constat que je fais moi aujourd'hui, et il est vrai pour tous les sports en rapport avec association de la 1901, comme je dirais, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, au nom du haut niveau, au nom de l'élite, on a décidé de se couper de tout ce qui a fait qu'on était un sport, qu'on était un club formateur et en fait, point barre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met tout le pognon qu'on a, on le met dans les contrats d'étrangers, de mecs qu'on va chercher à l'extérieur. Seth, je le vois, je suis désolé, je vais mettre les pieds dans le plat direct, mais Seth, petit Pierre Aquila, meilleur buteur des championnats du monde, 17 ans, j'irai quand même malpropre pour aller prendre, je crois, un joueur de Noisy-le-Sec du même âge, moins fort
Et le petit Pierre, il demandait 300 € pour pas être une charge financière pour ses parents. On l'a envoyé paître et on a pris un gamin pour lui filer 500 ou 800 balles par mois, plus 200 d'école de natte. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et là, je peux t'en citer. Là, je crois que j'ai fait le calcul à peu près depuis, on va dire, la remise à peu près à niveau du stade de natation de l'époque où il y avait un gros trou où on est tous partis. Je crois qu'on est entre 35 et 60 gamins qui ont été dégagés du club de la formation sétoise. Est-ce qu'un club comme cette peut se permettre de dégager une soixantaine de gamins de sa formation et aujourd'hui se retrouver à prendre 5 étrangers? J'espère qu'on en parlera parce que ça aussi, c'est une honte. Mais voilà où on en est. Moi, pour répondre à ta question, c'est parce qu'au nom du haut niveau, pour faire les beaux, pour aller en mairie, pour faire les beaux apéros, pour montrer, je suis le président, je suis l'entraîneur. Non, rien. Avant, on avait des formateurs, des éducateurs. Aujourd'hui, on a une ribambelle d'égocentriques qui sont là et qui sont juste là pour se montrer, mais qui n'ont jamais sorti un jeune, qui n'ont jamais gagné un titre en jeune et qui n'ont jamais été capables de faire le pont entre junior et senior. Et le bilan, il est là. Le bilan, il est là. Il est catastrophique. Il est catastrophique. Mais est-ce que tu sais pourquoi ces jeunes, ils ont été sortis du club il y a entre 30 et 60 jeunes? Je vais pas partir dans les détails parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de dire de nom parce qu'encore une fois, on va dire je suis un vieux con aigri, que j'aime pas les gens. Moi, il faut que les gens sachent une chose. Moi, je ne jugerai jamais une personne humainement. Humainement, tu es l'être que tu es. Humainement, tu es ce que tu veux dans la vie, il y a pas de problème. Dès lors que tu acceptes la responsabilité d'être entraîneur, président, directeur, ce que tu veux, tu as voulu être à ce poste-là. Donc, tu as des responsabilités. Et tu te dois de faire le travail pour lequel on t'a fait signer ou auquel on t'a engagé. Donc, aujourd'hui, les entraîneurs qui arrivent, ou les entraîneurs d'il y a 10, depuis 20 ans, en fait, je veux le dire. Mais tous ces entraîneurs, en fait, n'ont jamais, ne font plus leur travail depuis, j'ai envie de dire, depuis les années 2000-2005. Depuis qu'on a réintégré la limitation à 3 étrangers qui a permis parce qu'ils jouaient. Mais à partir de là, ça a été fini. Il n'y a plus aucun entraîneur en France qui a eu le niveau et la capacité de prendre des gamins, les faire évoluer techniquement, tactiquement, mais humainement. Parce qu'à l'époque, faut dire, c'est pour ça que je dis qu'avant, on avait des éducateurs. Moi, je voyais à l'époque Yannick Bougnou, qui avait aussi à la grande époque, mais je sais qu'à Tourcoing, à Reims, ne serait-ce qu'à Reims, avec Franck Missy, ou aussi à Nice, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, aussi Nice. Enfin, moi, j'ai passé mes minimes cadets junior réserve à me battre avec les vrais Gargantes, Taverny, Reims, Nice, Marseille, Grenoble, etc., parce que tu avais des mecs qui étaient là, qui étaient éducateurs et que dont la mission principale était de former et pas se faire mousser. Aujourd'hui, en fait, tu parles à n'importe qui, tout le monde t'apprend le polo. Personne n'a fait de carrière, personne n'a été sportif de haut niveau, personne n'a gagné de titre, mais tout le monde t'apprend le polo. Aujourd'hui, tu arrives au bord d'un bassin et tu dis, ouais, mais moi je sais. Non, tu sais pas. La formation, c'est une catastrophe. L'élite, c'est une catastrophe. La gestion du club, c'est une catastrophe. Le déficit, tout, il y a rien de bien. Il y a rien de bon. Il y a rien de bon. Je vais faire un petit saut sur, je vais faire une passerelle que tu vas vite comprendre. On parle actuellement à juste titre évidemment, de l'éclosion et de l'émergence d'un gars comme Thomas Vernou qui explose un petit peu tout parce que c'était une promesse à 14 ans qui est devenue une réalité. Moi, je me souviens à l'époque, les gens qui ont 20-25 ans le savent pas, mais on a vu arriver un Mathieu Pesson. À l'époque, tu me corrigeras un peu sur les dates, mais il me semble que tu avais été meilleur buteur du championnat à 17-18 ans dans ces eaux-là, dans une élite qui était très très solide aussi, qui était en tout cas plus homogène que maintenant parce que tu galérais un petit peu dans tous les matchs qu'il fallait que tu joues. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs comme ça qui sont venus jeunes. Moi, j'en ai 3. J'ai Thomas, toi et Emmanuel Duché qui ont émergé très jeunes et très vite. Comment t'as appréhendé un peu ce truc-là, cette espèce de mise en lumière et puis marquer des buts, c'est pas facile quand on est jeune face à des adultes et tout ça. Comment c'est venu un petit peu? Est-ce que c'était l'insouciance, le talent ou les deux? Comment t'expliques ça un peu? En toute humilité, je dois bien reconnaître que j'ai été touché d'un talent assez exceptionnel, on pourra dire ce qu'on veut. Toute ma carrière, j'arrive à l'entraînement, quelque chose me passait par la tête, me passait par l'esprit, je tentais ce geste technique et je le réussissais, mais direct. Et je voyais des potes qui étaient quand même très forts
et qui étaient incapables ne serait-ce que de s'approcher de cette ligne-là. Après, on a eu quand même de très importants aussi joueurs avant moi qui, pour moi, n'ont pas percé pour d'autres raisons, parce qu'à l'époque, encore une fois, on n'avait pas la structure pour les amener. Mais je sais pas, je pensais par exemple à un Clément Le Sallec, un Sébastien Mélard, un Peucheret, un Audan, un Cousin. Il y en a eu un JB Guerre, il y en a eu des talents à un moment donné de mon âge qui auraient pu être extraordinaires. Après, encore une fois, c'est la façon dont on a géré leur ascension, on a géré leur formation qui a été un peu défectueuse et qui les a amenés malheureusement à pas exploiter totalement leur potentiel. Après, moi, de mon côté, de tout temps, toute ma carrière, je me suis amusé dans l'eau. Il a toujours fallu que ça reste un plaisir. Et du moment que je m'amusais, c'était plus simple pour moi. Parce que je fuyais une certaine responsabilité, un certain ennui. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai été peut-être en avance sur beaucoup de joueurs de mon époque, c'est que mine de rien, j'ai été formé via la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le polo, je me tapais 9 heures de basket en streetball toutes les semaines, c'est pas plus. 3, 4 à 6 heures de volley en UNSS, du handball, du foot. Donc, si tu veux, je m'imprégnais un peu de tout ça et à l'époque, justement, j'avais un mouvement où je poussais avec l'épaule et Cyriaclo attendait que ça pour me passer la balle et à cette époque-là, il y avait pas des pointes encore de mouvement comme moi je le faisais quand j'ai commencé. Toi, tu as démarré à la pointe, puisque tu as été une pointe, j'allais dire, quasi exclusive. Alors à l'époque, maintenant, c'est devenu, on le dit souvent, il y a une automatisation de l'exclusion sur la pointe. Il suffit juste, entre guillemets, de prendre la position et d'être récompensé par une faute. Alors qu'avant, fallait vachement batailler quand même, c'était beaucoup plus dur. Est-ce que t'as pas voulu jouer à un moment donné un peu à la périphérie? T'as un bon bras? Ou est-ce que tu t'es vraiment contenté, ou pas contenté, mais cantonné, pardon, à jouer dans ce rôle de pointe qui est difficile? En fait, on m'a jamais trop laissé le choix, si tu veux. C'est que comme j'avais un gabarit déjà très précoce physiquement et une facilité technique qui était assez poussée, naturellement, on a essayé de m'orienter sûrement au poste de pointe, parce qu'à l'époque, on en avait, à part François Villa à l'époque où j'ai commencé, à des pointes, il y en avait pas. Par contre, à l'extérieur, ben, il y avait du Cyriaclo, il y avait du Bruno Gracia, il y avait du Guillaume Pesson, il y avait du Yannick Bougnou, il y avait du Gilles Madlena, il y avait du Christophe Terrier, du Sébastien Hubert. Donc, il y avait du monde à l'extérieur. Donc, encore une fois, c'est un peu ce qui m'a un peu saoulé toute ma carrière, c'était qu'en fait, du moment que moi j'étais capable de jouer partout, eh ben, on me mettait là où en fait, on avait des points faibles, parce qu'en fait, c'était plus facile de me faire jouer moi là où il y avait des défauts que de me mettre dans des situations où moi je pouvais pleinement exprimer mon potentiel dans des postes qui me correspondaient beaucoup plus. Ça a été d'ailleurs une grande discorde avec Monsieur Missy à l'époque, qui m'a foutu en poste 1 parce qu'il a décrété que comme on avait personne qui pouvait jouer à ce poste-là, mais c'était à moi d'y aller, de rentrer en deuxième pointe. Par contre, il a laissé des mecs en poste 4 et 5 qui étaient même pas capables de passer la barre des 20 buts en championnat. Bon, donc Mathieu, on a parlé de la précocité, on a parlé du titre de meilleur buteur, et bizarrement, et je lui en ai jamais parlé, mais je lui en parlerai à l'occasion, viennent les pré-olympiques d'Hanovre en 2000. Et ni toi, ni Vincent Donardi, qui était aussi une gâchette qui marquait beaucoup, net pris. Et je m'aperçois quand même que sur ce premier match contre la Grèce, que la France gagne 8-3. Donc Christophe pourra nous en parler puisqu'il y était. 8-3, je pense qu'à un moment donné, dans ces matchs de suite entre la Hollande, le Brésil, que la France perde un petit but. Je pense qu'avec 2 cartouches quand même, des joueurs capables de marquer des buts, parce qu'il faut des joueurs pour marquer des buts, hein, je pense que la France aurait peut-être pu aller à Sydney. Est-ce que, alors toi t'as fait Rio après, mais est-ce que à posteriori, c'est un gros regret cette non-présence à Hanovre en 2000? Moi, je sais pas, on m'a jamais donné d'explication. On m'a dit, t'es trop jeune. T'es trop jeune, t'as les mondiaux avec les juniors. Donc, en fait, la question se pose pas. Pourtant, t'es meilleur buteur, t'es le meilleur joueur du championnat. Mais, ouais, en gros, mais ça aussi, c'est un peu symptomatique aussi de la France et surtout de l'esprit d'aujourd'hui. Moi, j'ai joué en Espagne pendant 6 ans. Je me rappelle à l'époque à San Andreu en 2017, on a pris le petit Sergi Barreda en Coupe d'Espagne à Tenerife. Il avait 15 ans et il a joué 2 minutes. Alors qu'on gagnait 2 buts, je crois, c'était contre Tenerife.
Mais en France, ça, on n'a pas les couilles de le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les entraîneurs qui ont la conscience professionnelle et la qualité pour pouvoir accompagner un gamin et pour se dire à un moment donné, c'est le meilleur gamin qu'on a chez nos 15 ans. Eh ben, à partir de là, il va faire un entraînement, 2 entraînements par semaine pour essayer de commencer à se mettre dedans. Pourquoi moi j'ai réussi et j'ai eu la précocité que j'ai eue? C'est qu'à un moment donné, moi, je me rappelle mon premier match, je le fais à 14 ans et 9 mois, un match de Coupe de France contre Tourcoing à la maison à Astep et je rentre 1 minute 30 à la fin. Je prends la balle sur une zone plus, je shoot, je fais un poteau en ligne. Mais voilà, il y a eu à un moment donné des personnes au Dauphin Stade qui se sont dit, putain, il faut laisser à ce gamin la chance d'exprimer son talent. Et même s'il est jeune, et tu le disais à très juste titre, moi je me rappelle ma première année à 16 ans en championnat de France, mais je rentrais traumatisé tous les soirs chez moi. Et Taras Glushko, des Tomazini, les frères Coudeville, les frères Ritter, pareil, à Saint-Jean d'Angély, quand tu montais à Tourcoing, mais ça faisait peur, ça faisait peur. Alors, je veux dire, moi, j'ai ma première saison, même si je finis dans les 3-4 meilleurs buteurs, ouais, j'ai quand même passé une grande majorité de mon temps à essayer de sauver ma vie, quand même, hein. Parce qu'à l'époque, il y avait des vrais tueurs à gages. Il y avait des vrais tueurs à gages, faut le dire. Ça défendait dur, ça défendait bien, il y avait du talent, il y avait des joueurs, mais on s'en embêtait pas avec les états d'âme. Tu arrivais, tu prenais une patate, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Et t'en reprenais une deuxième, une troisième tout le match. Donc oui, après, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros problème, il est là. C'est-à-dire que nous n'avons pas, malheureusement, je suis désolé, les éducateurs et les formateurs que nous avions il y a 20 ans, que nous ne mettons plus, et c'est là que je vais peser mes mots, parce qu'on va regarder un peu les Serbes, les Croates, les Monténégrins, les Hongrois. On regarde tout ce qui miette chez les jeunes. C'est les meilleurs formateurs qu'ils aient du pays et qu'ils aient plus ou moins dans leur panel de formateurs. Nous, je suis désolé, je vais manquer de respect à beaucoup de monde, mais on ne met que des clochards en formation. Je suis désolé. En école de polo, c'est de la merde. En minime, c'est de la merde. En cadet, c'est de la merde. Et en junior, c'est de la merde. Il n'y a qu'à voir comment un mec comme Manu Laversane est arrivé il y a 10 ans à Monaco, a commencé à travailler ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, 2 fois, je crois que non, ils ont perdu, non, en U18 cette année, hein, je crois. Non, 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 14. ils ont gagné U16, U18 et Ouais. l'année dernière, ils avaient gagné 18, 16, Les 14. trois fois. Les trois. Mec, il est arrivé, il a rien demandé à personne, il a commencé à bosser dans son coin, tout le monde se foutait de sa gueule. Ah, le projet, c'est de la merde, ah, tu vas y arriver, tu vas pas... Eh bien, au final, regardez. 10 ans de travail, triplé, doublé, gamin, j'éclate tout le monde, 42-2 en début de saison contre Stade Natation, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, c'est moi qui les mettais, les 42-2, d'où on sort. Et les gens, ils te demandent, ouais, mais tu comprends. Non, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, à l'époque, on faisait trembler l'Hexagone, rien qu'à dire Dauphin 7 en jeune. Et aujourd'hui, tu dis cette natation, tout le monde rigole. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de excusez-moi Dieu, de se séguer sur un titre de champion de France. Honneur, on parle d'une deuxième division, c'est-à-dire du pire qu'on fait en France aujourd'hui. Et les mecs sont quand même contents d'avoir fait ça. C'est une catastrophe. Alors, sans rien enlever évidemment à Manu Laversane, parce que ce qu'il fait, c'est formidable. Mais est-ce que finalement, Monaco en est pas arrivé là parce que justement, il n'y a plus que lui, à la limite, moi aussi, sans manquer de respect à personne. Mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir 10 Manu Laversane qui travaillent dans 10 clubs différents et on aurait des résultats différents? Ou est-ce que le fait qu'un club comme ça, qui vienne un peu de nulle part, qui émerge d'un coup, c'est aussi parce que les autres clubs travaillent pas correctement? La réponse est dans la question. La réponse est dans la question. Mais alors, De toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, excuse-moi, Christophe. non, non, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place alors pour justement retrouver cet esprit d'éducateur, formateur selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qui nous manque? Mais il faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas. Il faut arrêter aussi aujourd'hui. Je suis désolé. Il faut que les clubs arrêtent de se masturber sur Marseille. Marseille, il faut les oublier aujourd'hui. C'est fini. Ils sont trop loin. Mais ils étaient déjà trop loin. Bon, déjà, ils sont encore plus loin maintenant. Mais le problème, c'est que moi, si vous me permettez juste un petit retour en arrière, mais on a 3 exemples très frappants de ce que je suis en train d'avancer. Pourquoi Noisy-le-Sec, Douai, la Grenouille qui a voulu être plus gros que le Bœuf. Ah, les subventions olympiques arrivent. Ah, allez, vas-y, on y va, on y va. On a pris 800 000 cette année, on a pris 1,2 million cette année. Qu'est-ce qu'on fait? On met 950 000 euros de masse salariale, c'est génial. Et on se retrouve après, au bout de 3 ans, à déposer le bilan, on n'a plus d'argent, hein, on ne sait pas pourquoi, comment ça s'est passé.
Il s'est passé que vous êtes des cruches, en fait. Vous êtes des fromages. Moi, aujourd'hui, j'arrive à la direction d'un club. Mon club, il a 800 000 euros de budget, mais j'en coupe la moitié. Mon équipe de polo, elle aura 400 000 euros de masse salariale et ça s'arrête là. Avec 200 000 euros, je vais me chercher les 2, 3 meilleurs éducateurs qu'on peut avoir encore aujourd'hui en France et je les paye bien pour qu'ils me fassent un bon travail. Je suis désolé, de ce championnat français de merde de jeunes qui ne sert à rien. Moi, je me rattache au championnat de Catalunya et je vais jouer tous les week-ends les 5 et 6 matchs de très haut niveau avec mes U12, mes U14 et mes U16. Et derrière, avec les 200 000 qui me restent, je vais me chercher un chargé de com, un responsable marketing et compagnie qui va me chercher du pognon comme l'a fait à l'époque Arnaud Roussel à Montpellier. Et derrière, tu as investi 200 000 euros. Si dans les 1, 2 à 3 ans, tu récupères 500 000, comme ça a été fait à l'époque à Montpellier, tu as gagné 300 000 euros. Et là, tu peux commencer à aller chercher un Monténégrin à 30 ou 40 000 la saison. Tu peux aller chercher un Hongrois à 30 ou 40 000 la saison. Et surtout, à un moment donné, tu fais vivre ton club, tu remplis tes écoles de natte. Je finis juste là-dessus. Juin dernier, 257 noyades sur le Morne-Juin. Rien que là, les 3 premières semaines, 62 noyades. Et t'es pas capable en tant que club d'aller proposer à une municipalité de t'appuyer sur, à un moment donné, à aller faire monter des conventions avec les maternelles, les grandes sections, les CE1, les CE2 pour essayer de rapatrier un maximum de gamins pour leur apprendre à nager. Et derrière, tu les décales au polo. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Il y a quoi de difficile là-dedans? C'est pas aussi simple que ça malgré tout parce qu'il faut voilà les éducateurs. Oui, c'est vrai que je parle, c'est vrai que je parle au patron de il sait que c'est compliqué les assos. Non, juste, je voudrais revenir, tu les as un peu cités, mais tu y as joué à Noisy-le-Sec, justement. C'était, qui était un petit peu avant qu'il y ait cette arrivée, tu l'as dit, des Jeux Olympiques et la manne financière qu'il y a pu y avoir, mais comment c'était de l'intérieur à cette époque-là et voilà, comment toi tu as vécu cette période par rapport aux jeunes, par rapport aux projets sportifs qu'il pouvait y avoir à Noisy-le-Sec. Enfin, s'il y avait un projet sportif. Oh là là, la balle perdue, quoi. Alors, juste avant de parler de ça, je veux juste finir mon propos par rapport à ce qu'on parlait. Je vais prendre un exemple très concret qui prouve que ça marche et que j'ai raison. L'année dernière, Alexandre Collin, qui arrête les U18 parce qu'il en avait marre et qui veut se remettre chez les petits. Il arrive, il a 2010. Qu'est-ce que fait Alexandre Collin? Bon, on discute et tout. Et je lui dis, mec, on a une école de natte, je sais pas, ça me paraît simple, non? Eh ben, tous les mercredis, il est allé à l'école de natte avec un club comme Aix-en-Provence qui était full en école de natte, qui n'avait plus de place. Eh ben, il a récupéré 35 gamins. 35. Et il a fait donc 35 places pour l'école de natte pour d'autres. Donc, tu vois, à un moment donné, il est passé de 2010 à 35 gamins. Et derrière, après, ça te fait, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas forcément difficile. Faut juste avoir un mec qui est un petit peu couillu, qui a un petit peu envie de travailler et qui a un petit peu envie de faire les choses comme il faut pour aller dans le club, instaurer et essayer d'impulser un élan nouveau pour à un moment donné faire des choses qui sont cohérentes. Ouais, ça, Répondre peut-être à ma question d'abord, non? ouais. Ouais, Noisy-le-Sec, écoute, ça a été un peu inattendu parce qu'à l'époque, je suis à San Andreo et j'étais à 2 doigts de re-signer, malgré que Danny Ballard soit parti en mauvais termes, plus ou moins avec la direction du club. Et là, je savais pas trop quoi faire. Et Sanchon, il vient me voir, il me dit, ouais, tu veux pas rester, j'ai envie de monter un nouveau projet avec des gamins du club et tout. Et moi, je savais en parallèle ce qui se passait par rapport à Danny et la direction du club. Et je savais que quoi qu'il arrive, les choses ne changeraient pas. Donc moi, si tu veux, chaque fois que dans un club, mes valeurs, mes principes et ma vision du sport, du water-polo ont été plus ou moins menacés, j'en suis parti. Donc par rapport à Noisy, c'est John qui m'appelle et qui me demande samedi d'aller à Noisy. Bon, pour l'instant, au moment où il m'appelle, il me dit rien. Il me dit voilà, il y a Mehdi qui revient, on a une bonne. Bon, j'arrive là-bas, il y a quand même, on a quand même pas mal d'étrangers, puisque je crois qu'on a un Serbe, un Canadien, un Slovaque, un Russe, bon, on se cherchait entre Français. Et après, je pense que le problème de Noisy, c'est un peu ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté de monter les échelons année après année. Le problème en France, c'est que chaque année, tous les clubs, c'est du one shot. Cette année, on a du pognon, allez, vas-y, c'est la fête au village. Ah, cette année, on en a moins, allez, on a 50 000 euros en moins, la mairie nous enlève 100 000 euros.
on n'a plus d'argent, donc on enlève. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il fallait, à un moment donné, travailler sur d'autres options, sur surtout les fondements du club, la structure du club, et faire en sorte que le club grandisse étape par étape. Là, en fait, malheureusement, hein, les 3 années à Noisy, ça a été un sprint, ça a été un 100 mètres. C'est-à-dire qu'on j'arrive en 2020, il fallait être champion la même année, il fallait être champion l'année d'après, il fallait être champion après. Je sais pas, c'était... Ouais, mais Mathieu, il y a eu le leurre, j'allais dire le leurre des Jeux Olympiques de 2024, qui a fait que alors il y a eu du bon. On a eu un championnat qui a peut-être jamais été aussi fort, mais avec des cadavres derrière, puisqu'il y a des clubs qui ont mis la clé sous la porte et qui s'en sont pas remis de ce truc-là, pour finalement avec un résultat au jeu qui a pas été conforme aux attentes qu'on avait à peu près tous. Donc effectivement, il y a eu cette espèce d'aveuglement. Pour les jeux, obliger les joueurs à jouer dans le top 4, obliger à faire des 7 contrats pro par club, ce qui a fracassé les finances de quand même pas mal de monde. Donc effectivement, Noisy, à l'époque quand même, quand tu prends Petkovic, Bowen, Krapic, tout ça, plus tous les Français qu'il y avait quand même, il y avait quand même du monde, hein, les deux Rémi, Garceau-Sonadier, toi, Mehdi Marzouki, Comet, tout ça, il y a quand même du monde. Donc effectivement, tu peux pas dire on va jouer la 6e place. Et c'était et d'ailleurs Noisy a fait 3 finales, les 3 finales où Marseille a dû s'employer quand même pour la gagner. On va revenir à le premier épisode espagnol. Donc 2003-2004, tu pars à Catalunya, qui a pour le coup un très grand club parce que qui a déjà gagné la Champions League une ou deux fois avant d'aller 3 années à Sabadell. Ce départ-là, il était inéluctable. Ça a été une surprise ou t'avais déjà, je pense que tu étais déjà pisté par les clubs espagnols. Comment ça s'est fait ce départ en Espagne? Bah, en fait, il faut savoir que j'ai été déjà pisté à 16 ans par Zagreb lors d'un championnat d'Europe U17 à Lunen en Allemagne, où le coach, je crois, vient voir Joseph Brito à la fin du championnat et dit je veux ce garçon à Zagreb. Donc Joseph vient m'en parler. Moi, je rentre et j'en parle à mes parents. Donc de Pau, il y avait la guerre. Alors, les parents ils m'ont dit mais jamais de la vie tu vas là-bas, t'es un malade. Il était à 16 ans, tu vas arriver dans un pays en guerre. Non, mais c'est mort. Jamais de la vie tu y vas. Bon, je me rappelle, c'est pas que j'avais pleuré parce que je pense, je vivais tellement le polo que pour moi, forcément, à cette époque-là, la Hongrie, la Croatie, l'Italie, l'Espagne, c'était mes rêves, forcément. Donc, ça a été dur. Derrière, à 17 ans, on va jouer une Comen ou une Eurocup, je crois, en Allemagne aussi. Et on joue contre Méditerranée et à la fin, à la fin du tournoi, pareil, les mecs de Méditerranée viennent nous voir et me disent on veut que tu viennes jouer à Méditerranée, viens et tout. Et moi, j'essaye à ce moment-là d'en parler et refus catégorique au dauphin. Non, t'es trop jeune, tu pars pas. T'as encore des choses à faire. On va être champion de France, t'inquiète. Ouais, on va être champion de France. En attendant, on prend 10 buts d'écart chaque fois contre Nice et Marseille. Donc, on va m'expliquer quand est-ce qu'on sera champion de France. Donc, derrière, après, avec l'arrivée de Paolo, Nice me demande si je veux venir. Donc, moi, je vais y aller pour jouer avec des champions. Et là, encore une fois, non, tu comprends, t'es jeune, t'es pas prêt. Il faut que, encore une fois, Marseille, non, tu veux venir. Moi, je veux bien y aller, mais non, t'es encore trop jeune. Donc, à un moment donné, j'ai dit, jonqué. On a dit, les gars, quand est-ce que vous allez me laisser partir? 16 ans, troisième meilleur buteur, 17 ans meilleur buteur, 18 ans meilleur buteur, 19 ans meilleur buteur, 20 ans meilleur buteur, 21 ans meilleur buteur. J'ai dit, je dis, quand est-ce que je vais avoir le droit d'aller faire ma carrière, en fait? Et c'est là que, à un moment donné, ils ont pas pu me retenir à vitam aeternam. Ils m'ont dit, reste encore un an et l'année prochaine, on vient avec toi, on part à Barcelone et on fait la tournée des clubs. On reste, on fait 2-3 entraînements dans chaque club et le premier qui te veut, on signe avec. Donc voilà comment ça s'est passé. Le club a envoyé des mails à Barcelona, Barceloneta, Catalunya, Sabadell, Méditerranée et je sais plus qui. Barceloneta a dit qu'ils n'étaient pas intéressés, Sabadell peut-être, Barcelona peut-être, et le premier qui a répondu positivement, c'était Catalunya. Donc je suis parti avec Yannick Bounou là-bas 3 jours hein, et j'ai fait 3 entraînements à Catalunya et à la fin, les mecs ils m'ont dit non, il reste là, faut le garder quoi. Voilà comment ça s'est passé. C'est quoi la plus grande différence que tu as vue en arrivant? Je sais pas, c'est la structuration des clubs, la formation, ce que tu veux, mais le truc marquant qui t'a frappé à ton arrivée en Espagne par rapport à la France? La culture, point barre, la culture du sport, la culture humaine, la culture humaine. Encore une fois, j'en parlerai peut-être un petit peu après, mais la culture humaine. Moi, quand je suis arrivé à Catalunya,
Au bout d'une semaine, les mecs, ils viennent me voir, ils me disent, bon, vendredi, Sénat d'équipo. Je leur dis, c'est quoi ce truc? Ils disent, ben, repas d'équipe. Je dis, ah ouais, c'est pourquoi? Je dis, toutes les semaines, tous les 15 jours, une fois par mois, toute l'équipe se réunit. On va tous manger ensemble, on peut tous boire un coup ensemble. Comme ça forme un peu l'esprit d'équipe et ça permet, voilà, à tout le monde de se connaître et de s'intégrer. Et là, subjugué, je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est un truc de fou, quoi. Et Mathieu, après, derrière, ouais. il y avait qu'un étranger à l'époque? Alors, à l'Espagne, quand j'arrive, il y en avait deux. Il y en avait deux. Il y en C'est avait qui? deux. C'était Ibailo Dimitrov, un Bulgare. Et à l'époque, quand j'arrive, Zbigniew Pirlalkov, qui part à Tarafa. Et avec un autre, je crois. Mais ouais, à l'époque, je crois que c'était des deux. Je crois que nous, on en avait que deux. Mais bon, j'arrive, il y a quand même José María Abarca, champion olympique en 96. Carla Sanz aussi, qui est champion olympique. Jordi Payal, entraîneur, champion olympique. Ligue des Champions en 92 avec Catalunya, Supercoupe, championnat, enfin tout. Donc j'arrive avec Tato Garcia aussi qui était l'adjoint. Ah, j'arrive dans un truc où voilà, je passe d'un petit club je suis désolé, de quartier à un club légendaire où jouait Jesus Royan, Manel Tarpé. Ah, t'arrives là-dedans, c'est de suite ça te parle, c'est un rêve, c'est une atmosphère, c'est une philosophie, c'est un monde. C'est un monde qui s'ouvre à toi et puis tu vois que les clubs déjà sont pris. All new drinks are now at McDonald's. Like the strawberry watermelon refresher, the mango pineapple refresher with popping boba, and the Sprite berry blast topped with cold foam. Who knew ice cold drinks could be so fire? The sun's out, and so is our new drink lineup. From the Blackberry Passion Fruit Refresher to the Dirty Dr. Pepper. And they all pair perfectly with some fries. Refreshers contain caffeine. Va-da-ba-ba-ba. You've got social dialed in. Search is doing its thing. So why do your marketing results look the same as 6 months ago? That's because you're fishing in the same pond as everyone else. Podcast listeners are a different audience entirely. More engaged, harder to reach through traditional channels, and ready to act when someone they trust makes a recommendation. We're Acast, and we put them right in front of you. Browse thousands of the world's leading podcasts, book host reads or run your own ads, and track every conversion in real time. Same skills you already have, brand new results. Acast. Acast.com/advertise. Donc encore une fois, la gestion elle est totalement différente. Et tu arrives dans le club et en fait, tout est à toi. Tu vas à la muscu quand tu veux, tu as ton vestiaire, tu as ton accès au club, tu arrives, tu as ta carte, pam, tu rentres et tu fais tout ce que tu veux. Tu vas aller nager, Donc derrière, après, tout est mis à disposition, même tu finis l'entraînement, tu manges au resto du club, tu rentres chez toi, tu dors. Enfin voilà quoi, tu vois, c'était... Donc, en fait, c'est tout ce qu'il y avait autour du polo qui était tellement extraordinaire qu'en fait, tu n'avais à t'occuper que de ton entraînement et de récupérer un peu à côté, tu vois. Et puis derrière, l'intensité espagnole, elle est extraordinaire. Moi, je suis arrivé ma première semaine d'entraînement, je rentrais chez moi, je dormais habillé avec mon sac à dos. Je me mettais au lit, je dormais habillé, et pourtant, j'étais pas un feignant. Mais la charge de travail, l'intensité qu'on te demande et l'intensité des matchs en Espagne, elle est extraordinaire. Est-ce qu'une partie du succès de l'Espagne, je fais un comparatif avec Budapest et avec Athènes, c'est qu'à Barcelone concentre, si tu enlèves le canoë à Madrid et puis au Tenerife, il y a quoi? Il y a 8, 9, il y a Terrassa aussi, il y a 8, 9, 10 clubs dans un périmètre de 50 km, ce qui permet de faire des matchs quand t'es jeune qui coûtent pas cher. Donc si tu veux faire 3 matchs par semaine, un match tous les 2 jours en U12, U14, U16, t'as toujours un club à 20 bornes de chez toi. Et ça, quand même, tu l'as à Budapest et tu l'as à Athènes. Et c'est quand même une explication. La difficulté d'un club, je te prends un exemple comme Strasbourg, chez les jeunes, c'est que s'ils veulent jouer un match, il faut qu'ils fassent un match digne de son 400 ou 500 bornes. Donc ça complique quand même les choses, ou faut qu'ils aillent en Allemagne. Barcelone est une des capitales de l'Europe du polo avec Budapest et Athènes. Est-ce que quand même ça présente, c'est pas que ça évidemment, mais ça un avantage quand même certain par rapport à nous qui sommes un grand pays où le polo est un peu éclaté partout. Mais pas que Barcelone a un microcosme que personne n'a au monde. Ah, il faut le dire clairement. Barcelone a un microcosme poloistique que personne n'a au monde. Tu le disais à très juste titre, je crois qu'à l'époque, la première fois que j'y vais, je crois que c'est en 2000 ou un truc comme ça avec les juniors parce qu'on avait gagné, on est allé faire un truc à Bagnolat.
Et je crois qu'à l'époque, sur les 12 clubs en première division, le seul qui était pas de Barcelone, c'était Madrid, parce qu'il venait de monter à grande époque. Donc ouais, forcément. Et encore, je vais aller plus loin. Dans les autres 12 clubs de ces de deuxième division, t'en as aussi 10 ou 12 de Barcelone. Donc ça veut dire dans un périmètre comme celui de 50 kilomètres, t'as 40 clubs. Sans compter qu'encore une fois, t'as la troisième division. Donc dans un périmètre de 50 kilomètres, t'as 40 clubs. T'en as un par quartier quasiment à Barcelone. T'en as un par quartier. Tu diras, tu rajoutes Tarassa, Sabadell, Mataro, tu t'en sors plus, en fait. Donc oui, forcément. Et ça étaye encore plus ton propos, c'est qu'on a vu que ça marche et qu'on a vu aussi l'éclosion de mecs. Moi, ce qui m'a frappé toute ma vie, c'est Mingay, Marc Mingay. Marc Mingay, personne ne savait qui c'était. Le mec, il arrive à Méditerranée, fait une saison de ouf, bam, derrière Barcelone est à le jeu, et le mec derrière est Ligue des Champions, meilleur joueur espagnol, capitaine de l'équipe nationale et compagnie. Mais il y en a à l'appel des mecs comme ça. Il y en a à l'appel des mecs comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en fait, en Espagne, on te met très tôt, très jeune en équipe senior. Dès qu'on voit que tu vas pas être capable ou que tu as des difficultés ou que tu vas être freiné par quelque chose, et on te dit, ça serait mieux pour toi que tu ailles jouer, par exemple, imagine, je suis formé à Barceloneta ou à Barcelona. Et on va te dire, à un moment donné, à 15, 16, 17 ans, ça va être un peu juste pour toi pour entrer en équipe élite. Par contre, si tu veux aller à Méditerranée qui sont 7e ou 8e, à San Andreu qui sont 9e ou 10e, ou à Catalunya qui sont 9e ou 10e, franchement, vas-y. Vas-y, on va t'aider, on va appeler les trucs, on va t'envoyer. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est entre entraîneurs, les mecs s'appellent. Ouais, j'ai un jeune, il est pas mal, tu veux pas l'essayer. Et je te retrouve des fois avec des gamins de 18 ans qui ont déjà fait 4 à 6 clubs. Oui, parce que tu peux changer de club sans changer d'appart. Tu restes chez tes parents et tu changes de Ouais. club. Et en fait, tu changes pas de vie. Ça change pas grand-chose, entre guillemets, pour toi. En France, c'est plus compliqué. Alors oui et non. Et c'est là que moi j'ai un très gros ressenti avec la France, c'est-à-dire, mais je vais prendre un exemple très concret. Alexandre Camarasa, Marseille, tu joueras jamais mon garçon. Hop, je pars à Aix-les-Bains et Camarasa. Voilà, un des plus grands joueurs de l'équipe de France, de Marseille, etc., etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir un truc aussi en France depuis des années, c'est qu'en fait, on a cette rétroversion maladive d'empêcher les gamins qu'on forme d'aller ailleurs parce qu'on estime que les gens nous doivent quelque chose. Par exemple, moi je me rappelle à l'époque, ça commençait à parler des 5, des 10 000, des 15 000 euros pour un gamin formé au club. Je dis, mais vous êtes des fous en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est une prise d'otage des gamins pour ne pas pouvoir aller ailleurs. Et je vais même aller plus loin. Il y a quand même des clubs et des coachs qui préfèrent faire arrêter le gamin et le harceler à tel point qu'ils le font arrêter le polo plutôt que le laisser partir ailleurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de scandaleux. Tu veux pas le faire jouer en élite, mais tu veux pas qu'il s'en aille. Mais qu'est-ce qu'il fait alors le gamin? Ben, il arrête. Et derrière, ah ouais, mais on n'a pas assez de gamins chez nous, mais on est incapable en France de prendre un gamin à 8 ans et de le garder jusqu'à 18, 21 ans. On est incapable parce qu'on n'a pas les bonnes approches, parce qu'à un moment donné, on n'accepte pas. C'est ça aussi aujourd'hui, je prends l'exemple de Douai, je prends l'exemple de Noisy, je prends l'exemple de Tourcoing, ce que tu veux. Pour tout autant club centenaire, historique que tu as été, ben, excuse-moi, à un moment donné, tu as été relégué au grade de club formateur. Mais c'est pas une insulte. C'est pas une insulte d'être un club formateur. Ce n'est pas une insulte. Donc peut-être à un moment donné que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut arrêter de se taper la nouille sur Marseille et de faire en sorte que chaque année, on essaie de, comme le faisaient les Dauphins de 7 à l'époque. Les Dauphins de 7 à l'époque, chaque année, on pouvait monter 3 à 4 juniors en équipe élite. Et derrière, quand tu te retrouves avec 7-8 joueurs du cru, une base solide, ben, il te manque une pointe, tu vas chercher une pointe et là, tu peux mettre un petit peu d'argent. Il te manque un gaucher, là, tu vas mettre un gaucher, là, tu peux mettre un petit peu d'argent. Mais tes mecs chez toi, ils t'ont fait ta base. Le problème, c'est qu'en France, chaque année, tu dois aller chercher la moitié de l'équipe. C'est pas un projet viable. C'est pas quelque chose d'intelligent. C'est pas quelque chose de finançable. Donc, à un moment donné, occupe-toi d'avoir des gamins à l'école de NAD, d'avoir des gamins à l'école de polo, fais tes trucs. Et chaque année, c'est de voir ceux qui sont capables et qui peuvent encaisser la charge de travail d'une équipe élite à partir de 15 ans, fais-les jouer. Et c'est le gars. Et puis, si le gamin, je suis désolé, il a le talent pour partir à 15, à 16 ans ou 17 ans, eh ben, laisse-le partir. C'est sa carrière à lui. Tout autant qu'on est un club, qu'on est un sport collectif, une carrière, elle est individuelle. Et c'est au club aussi, à un moment donné, d'avoir la décence et l'intelligence de dire, on ne peut pas t'offrir plus si ce n'est dans peut-être 2-3 ans. Moi, c'est comme ça qu'on m'a un peu tué quand même, faut le dire. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec un mec comme Enzo Cass. On nous a tués parce qu'on nous a empêchés de nous émanciper. Parce qu'à l'époque, un dauphin qui allait jouer à Marseille, c'était une hérésie.
un dauphin qui allait jouer à Nice, c'était une hérésie. Quand je suis parti en 2009 à Montpellier, j'étais un traître. Putain, pourtant, j'avais 27 ans, les gars. Donc, tu vois, à un moment donné, le délire. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que il y a un petit championnat sympa en N1, par exemple, où je vois que ça castagne pas mal. Et si aujourd'hui, moi, je trouve que dans les clubs, encore une fois, avec ces actes étrangers, mais quelle connerie. Si tu n'es pas capable d'offrir à ton gamin des minutes de jeu, bah, laisse-le partir, laisse-le s'aguerrir. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en fait, on a une doctrine du haut de notre piédestal de dire, en fait, ah, le gamin, il est pas bon, il fera jamais rien. Donc, en fait, au bout de 10, 11, à 11 ans, 12 ans, t'as déjà jugé le gamin, il fera rien, il est pas assez grand, il est pas assez ci, il est pas assez mis, il est pas assez là. Et souvent, t'as un gamin qui est un peu un phénomène à 12 ans, mais derrière, je pense que tous les deux, vous l'avez vu à travers votre expérience, il y a souvent un switch. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le gamin, il a un melon comme ça, il fait plus rien, il devient ingérable. Et que l'autre, il a pris 10 centimètres, il s'est un peu aguerri, il s'est un peu étoffé, il a un peu plus de capacité cognitive et comment on appelle ça, bon, j'ai oublié le mot, c'est pas très grave. Et hop, il passe devant le gamin. Et derrière, aujourd'hui, tu passes à côté d'une pléthore de gamins parce qu'en fait, tu estimes que toi, en tant qu'entraîneur, ah, ces gamins, ils méritent pas de continuer de faire du haut niveau, mais de quel droit? De quel droit? Ouais, il y a beaucoup de, je suis d'accord avec toi là-dessus, hein, il y a beaucoup de casses. On trouve que pour sortir un mec en France, on en détruit des fois 10 et que, Mais 50! ouais, Mais 50! et qu'en fait, t'auras besoin, on parlait de, je crois que c'était avec Yann Clay au niveau des intervenants, mais de la masse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut que tu travailles quand même sur la masse, que t'aies beaucoup de joueurs, et puis quand t'as beaucoup de joueurs, il va en éclore un forcément qui sera bon. Mais si tu te coupes de la masse, bah, t'as intérêt à ce que celui sur lequel t'as misé, il soit bon, parce que sinon t'as plus rien. Ce que je disais en début d'interview. C'est-à-dire qu'au nom de l'élite, on a éradiqué toute la masse. Et je vais prendre un exemple très clair. Partizan Belgrade, premier stage là-bas, 90 gamins répartis sur 4 piscines. Ah, comment ils font les Serbes? Putain, sur 90 gamins, t'aurais pas à en sortir 10? C'était vraiment une buse. On est des buses en France, voilà. Non, mais il y a un truc que tu as dit aussi tout à l'heure qui est peut-être intéressant. On l'a évoqué plusieurs fois, nous, dans nos épisodes avec Frédéric, et c'est bien de réillustrer avec cette masse. C'est les écoles de nage. Les écoles de nage en France, globalement, ça marche bien. Il y a les parents, et beaucoup de parents inscrivent leurs enfants, justement, à cause des noyades, etc. Bon, on sait que c'est plutôt, je vais le dire comme ça, même si je veux pas faire une généralité, mais plutôt des enfants qui sont QPV, donc quartier prioritaire de la ville, enfin un peu défavorisés, qui n'ont pas accès au bassin culturellement, etc. Donc c'est un peu plus compliqué peut-être pour eux. Mais on a quand même des écoles de nage en France qui sont dans plein de villes bien remplies, et peut-être qu'il faut travailler sur ce maillage et de relations, peut-être même de clubs qui n'ont pas forcément d'équipe de polo, mais voilà, d'interaction, de détection un peu, peut-être comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, peut-être Alexandre Collin l'a fait, mais je pense que c'est faisable ailleurs, d'aller voilà, dire tiens, on fait du polo à tel endroit, vous êtes prêts à venir et tester le truc, etc. Ça peut être une des pistes à explorer. Mathieu, tu as fait qu'un an à Catalunya, puisque tu as switché donc pour aller à Sabadell, où tu es resté pendant 3 ans, où tu as gagné une Coupe du Roi, qui est plus populaire en Espagne dans tous les sports que la coupe qu'on a chez nous. Qu'est-ce que tu gardes de d'abord de ce trophée et puis de cette expérience pendant 3 ans? Et j'allais dire, pourquoi t'en es parti? Enfin, raconte-nous un petit peu tout ça, l'épisode Sabadell. Alors Sabadell, si tu veux, l'histoire, elle est assez spéciale parce qu'en fait, au moment où je contacte Catalunya et je vais faire l'essai là-bas et je suis quasiment à ça de signer, on part au tournoi de qualif championnat d'Europe en Ukraine. Et on se tape Ukraine, Espagne, Hollande. Et premier match contre la Hollande, il y a toute l'équipe espagnole dans les gradins et j'en mets 6 ou 7 du coup. Et à la fin du match, il y a Dani Ballard qui vient me voir et qui dit moi je te veux à Sabadell, mais et derrière il y a Pedro Karim qui dit oh, et moi d'abord à Catalunya et toi tu l'auras à Sabadell après. Donc je rentre en France et Sabadell m'appelle et forcément à l'époque j'ai pas parlé anglais comme une vache bretonne et je capte rien de ce qu'ils me disent et je comprends pas qu'ils veulent vraiment que je signe là-bas. Mais quoi qu'il arrive, j'y serais pas allé parce que à cette époque-là, t'as Dani Ballard, t'as Gustavo Marcos, t'as Bodarenko, t'as Maximov dans la cage, t'as Palma, t'as Alcon, enfin,
Je serais allé faire quoi là-bas? Je serais allé porter les gourdes, ce que j'ai fait l'année d'après d'ailleurs. Et du coup, je vais à Kata. Pourquoi? Parce que c'est une équipe de jeunes qui ressemble à Seth, avec un entraîneur qui ressemble à Yannick, et que je me dis que j'ai plus de chances de m'épanouir humainement là-dedans que à Sabadell. Et derrière, après, encore une fois, comme quoi, tu vois, la vie, c'est quand même assez exceptionnel. C'est qu'en fait, quand je finis à Catalunya, où je suis deuxième meilleur buteur du championnat d'Espagne, sans avoir tiré un seul penalty, c'est sacrément niqué, il y a Sabadell qui m'appelle. Et moi, je suis en train de négocier avec Catalunya pour rester tranquillement. Manque de peau, le toit de la piscine de Catalunya s'effondre. Et là, tout le budget de Qatar, il doit partir dans la rénovation de la piscine. Donc, Paya, il me convoque dans son bureau et me dit, on va recommencer en deuxième division, l'année prochaine, on sera plus là. Et moi, merde, j'ai dit, putain, je venais de dire non à Sabadell. Non, j'avais pas répondu encore. Comme quoi, tu vois. J'avais pas encore répondu à Sabadell. Et là, je rentre chez moi, je me dis, qu'est-ce que je vais devenir, quoi, tu vois. Et là, bam, je reçois une offre supérieure que j'avais eue à Sabadell. Et je les appelle, je leur dis, vas-y, mais je viens de suite. Donc, j'arrive là-bas. Et en fait, si tu veux, quand j'arrive à Catalunya, les mecs me disent, t'es trop frêle pour jouer en pointe. Ici, tu vas te faire défoncer. Je leur ai dit, les gars, je me tapais des sacs et Golgoth là-bas, je suis pas si frêle que ça, hein. Non, il me dit, non, mais tu te rends pas compte, en Espagne, franchement, c'est dur. La pointe, c'est dur. Donc, en fait, on a commencé à me mettre en poste 2 avec Abarca à droite, où il m'a appris énormément. J'ai vraiment le grand frère, le père qui m'a pris sous son aile. Tous les jours à l'entraînement, je me rappelle, il me disait, couloir, arriba, tu sais, c'était le cul, de lever le cul en défense, justement, pour pas me faire rentrer, pour essayer de contrôler les défenseurs, etc. Derrière, j'ai joué donc en poste 2 beaucoup avec Chema. Je passais un peu aussi à gauche en poste 4, un peu en poste 5. Je rentrais de temps en temps en pointe, en deuxième pointe. Et ça a commencé vraiment à apporter une polyvalence à mon jeu que j'avais déjà. Et j'arrive à Sabadell, et là, l'entraîneur, c'est Manel Silvestre qui est gardien. Et lui, il me dit, tu sais pas défendre. Je dis, ouais, ça tombe bien, c'est pas mon boulot. Il me dit, non, mais moi, j'ai déjà Dani Ballard, j'ai pas besoin d'un buteur. J'ai dit, ah, ben, moi, tu m'as fait venir, alors, je lui dis. Et il me dit, non, j'ai un projet pour toi, tu vas, t'es pas défendre, tu vas apprendre à défendre. Et là, pour ça que là, ça va être un message pour tous les gamins aujourd'hui qui sont frustrés de beaucoup de choses. Et il faut savoir qu'en France aussi, on a un gros manque d'acceptation de ses qualités propres et de la mise à service de ses qualités au service de l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, en France, du moment qu'on n'est pas reconnu, on estime que le travail qu'on fait, il est pas nécessaire ou il n'est pas Utile. merci, voilà, pas utile. Et moi, j'ai dit un jour à un mec comme David Comet, j'ai dit, regarde Milonakis, un mec Komako, qui a été un des meilleurs joueurs de poste 1 du monde, il savait faire 3 choses. Son truc là, shooter tranquille, fixer à mort et passer la balle, pas prendre de contre-attaque et faire des contre-attaques. Les mecs savaient faire 4 choses. Un des meilleurs postes 1 du monde et de l'histoire du water-polo. Je dis, t'as peut-être pas besoin d'être comme moi aussi complet, ou d'être un Thomas Vernou, d'être un Michael Bodegas ou un mec comme ça. T'as juste besoin de faire les choses que ton physique et tes capacités te permettent. Par contre, il faut que tu sois parfait dans ce que tu fais. Et en Espagne, ça, par contre, c'est aussi une philosophie, une idéologie qui est très, très portée. Et en fait, si tu veux, moi, quand je suis arrivé la première année, le mec, il m'a dit, tu sais pas défendre, mon garçon, tu vas défendre. Et j'ai passé 1 an à défendre la pointe et à défendre sur tous les postes 4 et postes 5 du championnat d'Espagne. Je nageais comme un calu, j'appelais la balle, je la passais à Ballard et je couvrais. Je suis passé de 70 buts à 28 buts la première année. Mais t'as progressé, t'as élargi ta palette. Exactement. Par contre, j'ai progressé, j'ai appris à défendre la pointe, à appeler les ballons, à fixer, à décaler, à couvrir, à faire des bonnes passes, à analyser la situation, à voir s'il fallait plutôt shooter plutôt que passer en pointe, distiller le jeu, etc., etc. Et ça m'a apporté. Et pourtant, je faisais la gueule, hein. Je me rappelle, à chaque match, je sortais, j'avais les nerfs, on avait gagné, et là, il me disait, putain, mais c'est un truc de fou, t'as pas mis un but et tu fais la gueule et on a gagné. Mais il faut quoi? J'ai dit, mais je comprenais pas encore à ces points-là, j'avais 21 ans, donc il fallait m'expliquer tout ça. Mais si tu veux, ça a été, ouais, forcément, et puis après, derrière, Ballard a été un peu blessé, il y a eu des trucs, et ça m'a permis des fois, après, de passer en poste 4 et de monter l'étendue de mon talent et de pouvoir trouver ma place, tu vois. Mais Sabadell, ça a été un peu entre traumatisme, humilité, réconfort, aventure humaine et surtout aussi à un moment donné acceptation, intelligence. Parce qu'il a fallu aussi que j'accepte de faire le travail de merde qu'on avait fait pour moi depuis 10 ans, tu vois. Donc fallait pas, donc c'était quand même assez paradoxal. J'ai deux questions en une. Après peut-être tu répondras pas aux deux.
La première, c'est est-ce que justement, par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'on peut percevoir, c'est que justement, tu es devenu un joueur beaucoup plus mature, beaucoup plus intelligent, justement parce qu'avant, on va dire, je vais le dire comme ça aussi, mais tu te contentais de prendre la balle et de marquer des buts, quoi. Là, tu avais un rôle plus important parce que t'étais pas peut-être le buteur numéro 1 et tout ne reposait pas sur toi, comme peut-être à 7 ou à Catalunya quand ils t'ont fait venir. Donc voilà, un peu par rapport à ça. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut parler argent et de savoir, tu disais j'ai une plus grosse offre, juste avoir une idée, une fourchette peut-être sans donner précisément de chiffres, mais ça représentait quoi par rapport à ce que tu avais à 7 aussi financièrement? Alors, juste un truc avant que Mathieu réponde, il y a quand même une chose qui est importante, qui change, c'est que tu deviens l'étranger du club. C'est-à-dire que quand tu joues dans ton championnat national, t'es un joueur, je dis pas que t'es un joueur comme les autres, mais t'es un joueur, t'es un Français. Là, tu deviens l'étranger. Si on t'a pris comme étranger, c'est que tu dois délivrer une performance, sinon tu le prends pas et tu mets un Espagnol à la place. Donc quand même, il y a une responsabilité qui est évidemment pas la même. Donc ça, c'est sûr. Ouais, surtout qu'en plus, moi, je me rappelle d'un coup de pression à Catalunya au bout d'un mois et demi, 2 mois, où j'avais pas mis encore un but, j'avais du mal à m'adapter à un truc, et je me rappelle, Paya était venu et me dit, ouais, il serait temps de te réveiller, mon garçon, hein. Et là, je me rappelle, on joue Sabadell en Catalunya, et bon, je prends Chabaki, je le tourne, j'envoie un brillé. Derrière, je mets 3 buts, et à partir de là, ça a été plus facile. Mais après, encore une fois, si tu veux, ce côté connotation d'étranger, si tu veux, l'Espagne a tellement connu pléthore de stars et de joueurs de grands talents étrangers qu'à un moment donné, si tu veux, le niveau et l'apport en tant que joueur n'était pas le seul facteur important dans l'équipe. Il y a toujours un facteur humain. Et si t'as porté humainement, et si t'as porté collectivement, et si t'as porté en plus sportivement, c'était un tout bénef. Les Espagnols sont très soucieux de ça. Il y a beaucoup de saisons qui se sont très mal passées avec certains étrangers parce que les mecs sont arrivés et les Espagnols ont dit, écoute-moi bien, garçon, soit tu te mets au diapason, tu respectes et tu te calmes, soit tu vas dégager. Et il y en a beaucoup qui ont dégagé. Encore une fois, l'apport en tant qu'étranger n'est pas le seul effet attendu, si tu veux. Ouais, voilà, exactement. Donc, pour te répondre, en fait, en termes de salaire, je crois qu'à l'époque, à 7, j'ai mis 500 € et l'appartement. Je crois que je pars à Catalunya pour un petit peu moins. Quand je prends 1002, 1003, l'appart, la bouffe. Et après, quand Sabadell vient me chercher, je crois qu'il me propose, au début, je crois qu'il me propose 28. Et je crois qu'à la fin, il me propose 36 avec l'appart, la bouffe et je sais plus trop quoi. Enfin, tout ce qu'il y avait. Je peux arriver là-bas. Annuel. Ouais, annuel. Ouais, annuel. Je peux arriver là-bas, t'avais... Christophe, tu pensais que c'était mensuel? Non, mais c'est pour nos auditeurs. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains, c'est mensuel. Mais bon, à l'époque... Mais 36 000 €. Non, mais 36 000 € il y a 20 ans, c'est vachement bien. Ah oui, ah, mais c'est extraordinaire, hein. C'est pour ça que je te dis que c'était extraordinaire. Et puis encore une fois, c'était 36 000 € pour moi. Parce que l'appart était payé, l'eau, l'électricité, le gaz, Internet, la bouffe le midi. Bien, je n'avais aucun frais. Tout était pris en charge. Donc les 36 000 €, c'était que pour moi. Il n'y avait pas d'autre chose, tu vois. Donc voilà, ouais, donc c'était quasiment mon plus gros salaire de ma carrière, ouais. Donc, avant d'aborder l'épisode aussi sans Andréou, qui complétera ma question, est-ce que on t'a fait une proposition, justement, de naturalisation espagnole? Ouais. À l'époque, Jordi Paya était pressenti pour être entraîneur de l'équipe nationale espagnole et a eu un comment on appelle ça? Pré-entretien avec moi pour me demander si éventuellement je pourrais être d'accord. Alors dans un premier temps, je lui ai dit non, direct. J'ai dit écoute, moi français, je suis trop fier d'être français, mon pays c'est tout. Jamais je n'accepterai d'être naturalisé pour que ça soit sportif ou autre chose. Manque de peau derrière, il y a eu l'épisode très malheureux avec Franck, où ça s'est extrêmement mal passé. Et là, j'ai un petit peu révisé, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Mais manque de peau, c'est Rafa Aguilar qui est passé et pas Jordi Paya. Donc, je pense que si Jordi Paya avait été entraîneur de l'équipe nationale espagnole à l'époque où Franck Missy a pris les rênes de l'équipe de France, je pense que je me serais fait naturaliser espagnol à la fin. Ouais. On va clore l'épisode de Sabadell et tu reviens donc en France. Ouais. Tu rentres à 7 chez toi. C'est quoi l'explication de ce choix? Le choix du cœur? Le choix de... Bon, choix extrêmement difficile, puisqu'il faut savoir que un an avant, je perds mon grand frère dans un accident de chantier.
J'avais 25 ans, j'en avais 22 à l'époque, donc ça a été un traumatisme extrêmement dur à vivre, dont je me suis jamais remis, quoi qu'il arrive. Je suis passé par des états assez compliqués. Voilà, bon, je peux en parler un peu aujourd'hui, si tu veux, mais je veux dire que les quelques mois qui ont précédé la disparition de mon frère, me retrouver tout seul à 22 ans en Espagne à vivre cette tragédie et à faire mon deuil tout seul, ça a été quelque chose d'extrêmement dur et je dormais pas beaucoup, je pleurais beaucoup, j'avais vraiment du mal à sortir de ça. Et à cette époque-là, ben la seule exutoire que j'ai trouvée, c'était un petit peu la fête, quoi. Voilà, donc il a fallu que malheureusement je me réfugie dans ce milieu-là pour éviter de rester chez moi tout seul à cogiter, à penser, à pleurer, à être meurtri, à être désemparé. Et c'est vrai que c'était un exutoire pour pouvoir m'échapper de cette situation et pour essayer de vivre un peu mieux, parce qu'encore une fois je le vivais pas mieux forcément, mais ça me permettait de pas y penser pendant quelques heures, et ça me permettait à un moment donné de vivre normalement. Donc après, si tu veux, un an après, le fait que je rentre à 7, je reviens dans le fait d'une malheureuse altercation en fin de soirée où je vais aider un de mes coéquipiers qui s'embrouillait avec un groupe d'Espagnols. Et parti de là, je me fais agresser avec un port de trottoir. Le mec m'assomme, m'explose la tête. Le mec m'attrape à coups de pied par terre et m'explose le bras. Et à partir de là, ben voilà, je me suis fait exploser l'avant-bras, le radius, déplacement du poignet, arrachement des ligaments. Et à partir de là, je me fais pas licencier pour faute grave, mais on va dire que je venais de re-signer 3 ans. Et là, c'était le comité directeur de Stabalet dit c'est inadmissible. On peut pas te virer, mais on va écourter ton contrat à 1 an et dans 1 an, tu dégages, quoi, en gros. Donc, parti de là, ben, je me fais opérer, on met une plaque, le bras droit, ouais, bras droit en plus, ouais. Donc, à partir de là, galère, à partir de la grosse galère. Je rentre à 7 pour passer l'été, et là, ben, je suis en discussion avec Méditerranée, je suis en discussion avec Barcelona, et c'est trop dur pour moi de repartir à ce moment-là. C'est trop dur pour moi parce que j'ai trop plein d'émotions, trop de choses, trop de peine, trop de douleur, trop de difficultés à repartir, et là le club vient nous voir, me propose un contrat entre parenthèses, et je me dis que j'ai rien à perdre à rester 1 an, et je pense que ça a été la plus grosse erreur de ma vie de re-signer à 7 et surtout d'y rester l'année d'après, d'y faire 2 ans, quoi. Jamais j'aurais dû re-signer à 7 et jamais j'aurais dû rester l'année d'après, parce qu'en fait je me suis totalement perdu, j'ai complètement disjoncté. J'étais en retard à tous les entraînements, je sortais beaucoup. Physiquement, j'étais un gros sac. Bon, mon talent faisait le reste, hein. Mais si tu veux, j'ai quasiment tourné le dos un peu à mes idéaux et ce que j'étais, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours dit que moi, j'ai eu 3 carrières. Celle de l'innocence, celle de qu'il fallait pas, et celle un peu de la rédemption à la fin, tu vois, où j'ai commencé sur la fin à me comporter en vrai professionnel comme j'aurais dû le faire pour ma carrière. Mais encore une fois, c'est facile, tu vois. Je me rappelle d'une discussion avec un joueur de l'équipe de France à Almeria à l'époque, en jeu méditerranéen. On était sortis parce que c'était la fin de jeu med. Et il vient me voir et il me dit, t'es quand même un enfoiré, on attendait plus de toi que tu sois le Lionel Messi du polo français. On attendait de toi tellement et tu nous as déçus et tout. Et là, je lui dis, tu sais quoi, vis ce que j'ai vécu, à l'âge où je l'ai vécu, et je sais pas si beaucoup de gens peuvent me juger, peuvent comprendre les décisions que j'ai prises à cet âge-là, à ce moment-là, qui n'ont pas forcément été les meilleures, mais qui ont été les décisions d'un gamin de 20 ans qui a peut-être été dans l'erreur et qui a peut-être fait les mauvais choix. Mais c'était pas forcément facile pour moi à ce moment-là de vivre ce que j'ai vécu. Donc j'ai passé 2 ans à me reconstruire pleinement. Et ça a été peut-être une des plus grosses, difficiles périodes de ma carrière, ça c'est sûr. Non, mais face à une épreuve comme ça, on a toujours un peu envie de retourner dans le cocon familial, sportif, là où on sait ce qui nous attend et là où on est, c'est un espèce de refuge. Donc c'est normal. Je pense que ces 2 années-là, c'est pas 2 années de perdu. Il faut le voir comme ça, et c'est un nouveau départ. Mais c'est normal qu'il faille se reconstruire comme ça dans une espèce de sécurité, j'allais dire affective. Oui, totalement. C'était le but en fait, hein. C'est de me rapprocher de mes parents, me rapprocher de ma famille, essayer de retrouver un peu de, comme tu dis, de sécurité, de plaisir. Voilà. Je pensais vraiment à ce moment-là que j'avais perdu un peu pas mal de choses.
Entre la blessure et la perte de mon frère, ça a vraiment été des coups durs auxquels j'avais pas été préparé, encore une fois. Parce que ça aussi, on va en parler. De la façon dont Thomas Vernou a éclos, a été accompagné, a été entraîné, a été formé au niveau et que moi je l'ai été. Je rappelle que moi, quand j'ai commencé, la grande majorité s'envoyait des joints et pas que. Ouais, donc après les 2 années, c'est toi, c'était aller chez le voisin un peu plus puissant, le voisin de Montpellier. Hein. Il y a pas mal de joueurs quand même qui ont fait ce chemin-là de partir à 7 à Montpellier. Et bah, pendant tes années montpelliéraines, tu décroches quand même 2 titres de champion. Il y a pas beaucoup de joueurs qui ont été champions sans être à Marseille sur les 25 dernières années. Hein. Il y a des Strasbourgeois et des Montpelliérains, c'est tout. Vous aviez à l'époque une belle équipe, hein, je me rappelle, avec Aguilar, tout ça, etc. Chipot. Qu'est-ce que tu retires de tes années montpelliéraines au-delà de ces 2 titres de champion qui sont quand même pas anecdotiques du tout? Je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis senti, j'ai senti la reconnaissance et le sens à travers ma carrière et ce que je faisais à partir du moment où je suis arrivé à Montpellier. Après, encore une fois, voilà, je vais être honnête, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai eu un entretien avec Thomas Arnaud Roussel, pardon, et il m'a dit clairement, qu'est-ce que tu veux être? Il me dit, moi, je vais être la star, je vais être le numéro 1. C'est à moi de porter cette équipe et c'est à moi de faire le travail. Donc à partir de là, oui, la communication et pas mal de choses ont été portées sur moi pour me mettre en avant. Mais à partir de là, c'était un peu l'âge d'or de Montpellier parce qu'en 2012, quand on est champion, il y a le foot qui est champion de France, il y a le handball qui est champion de France, il y a le rugby qui perd en finale, les gazelles aussi, les basketteuses qui perdent en finale. Donc faut se rendre compte à un moment donné, pour une ville de 200 000 habitants, d'avoir quasiment 4 titres de champion de France, 5 titres de champion de France, avec le polo qui était le troisième sport de la ville à égalité avec le rugby où tu avais le NHL, le handball et le polo et le rugby. Donc c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois dans la rue qu'on m'a arrêté, qu'on me félicitait pour nos matchs, pour nos titres, pour ce qu'on faisait. On avait une piscine qui était blindée à chaque match. Je crois qu'à l'époque, la plus grosse moyenne qu'on fait, c'était 1350 personnes sur même les matchs les plus faibles. Et contre Marseille, on montait à 2005, 2006, 2008. C'était extraordinaire. Aucun de nous n'a jamais connu ça en France. Et c'était en fait, c'était exceptionnel et c'était d'autant plus de choses qui te donnaient envie d'en avoir plus et qui nous a justement permis d'aller chercher ces titres parce que en fait, on avait enfin la reconnaissance d'un sport ingrat, d'un sport méconnu, d'un sport qu'on mettait pas en avant. Et là, pour le coup, on était mis en avant, on était reconnu, on est enfin reconnu à juste titre. Juste un truc, donc après ces années-là, donc l'équipe de France évidemment a toujours été présente, sauf que en 2016, cette fameuse année 2016, au début de l'année, donc il y a les championnats d'Europe à Belgrade. Et jusque-là, tu m'arrêtes si je me trompe, mais la saison d'avant, t'es plus en équipe nationale. Et à Belgrade, Manuel Aversan décide de pas y aller et tu réintègres l'équipe, j'allais dire au meilleur moment. Hein. Vous faites ce championnat d'Europe là à Belgrade et puis ensuite viennent les pré-olympiques à Trieste. C'est une chance unique. Donc toi, t'as pas fait les pré-olympiques à Hanovre et donc c'est évidemment le sésame pour aller aux Jeux. Vous avez à ce moment-là, à mon sens, une vraie belle équipe parce que vous avez 2 pointes talentueuses. T'as parlé d'Alexandre Camarasa, mais Romain Blary, très très fort aussi devant. Vous avez 2 gauchers. Ouais, vous avez 2 gauchers, Mishka et Hugo, et puis vous avez comme du monde derrière, hein, Thibaut Simon, Enzo, Tomasevic et Sodadier, et à gauche vous avez Mehdi, Marzouki et toi, et j'ai oublié Igor Kovacevic, à qui joue à droite. Et là vous avez quand même une équipe, alors même si les pré-olympiques, il y a quand même cette fois-ci, les gens se rendent pas compte, mais il y a la Hongrie, il y a l'Espagne, il y a l'Italie chez elle, et puis ensuite il y a plein d'autres pays, la Russie de l'époque était quand même assez forte, et il y a que 4 tickets pour y aller, et donc on pense quand même logiquement que l'Espagne, l'Italie et la Hongrie vont en prendre 3, et il n'en reste plus qu'un, ce qui veut dire qu'il faut faire un parcours quasi sans faute, ce que vous avez fait en battant des équipes qu'on battait pas avant, hein, les Slovaques, les Russes, etc., jusqu'à ce fameux match contre la Hollande. On va parler du match de la Hollande après, mais comment tu vois cette espèce de montée dans le tournoi et cette espèce de petite fenêtre qui au fur et à mesure se profile? Alors d'abord, je voudrais rétablir une vérité, c'est-à-dire que pourquoi j'ai été écarté pendant cette période-là de l'équipe de France. C'est que, je dirais pas les noms, je dirais pas, mais c'est que avant cette période-là, lors d'un stage équipe de France, on est venu me voir et on m'a fait clairement comprendre qu'il fallait que je signe à Marseille, que c'était fini les conneries, que c'était bien d'avoir fait l'Espagne, d'être allé à Sète, etc. Et qu'il fallait maintenant que je pense à ma carrière, que je passe un cap
et que la phrase a été dite que si je voulais rester en équipe de France, j'avais tout intérêt à rejoindre le club marseillais. Manque de peau, je pense que cette personne-là ne me connaissait pas réellement. Parce que moi, j'ai toujours été le mec, plus tu me dis ce que je dois faire, plus je vais faire l'inverse. Donc derrière, je suis rentré, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai appelé Montpellier, j'ai dit, vas-y, je signe de suite. Et à partir de là, on m'a dit que j'étais en méforme, alors j'étais meilleur buteur, meilleur joueur, 80 buts la saison. Et non, mais comprenez, il est pas en forme, il mérite pas d'être là. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi je n'étais plus en équipe de France à cette époque-là. Après, encore une fois, je bénéficie du départ de Manuel Adersan avant le TQO pour réintégrer l'équipe de France. Et à partir de là, j'ai bénéficié, on va dire, oui, du capital sympathie de l'équipe puisque j'étais là depuis 5 ans. J'avais été mis à l'écart pendant une certaine période, mais que derrière, pendant toute la préparation pré-olympique et olympique, on va dire, j'ai été relégué par une certaine personne au rang de novice, qu'on va dire les choses telles qu'elles sont. Pendant 5 ans, j'ai été le gamin de 15 ans qui arrivait à l'équipe de France, qui avait pas de statut, qui avait pas le droit de m'ouvrir, à qui on demandait tous les sacrifices, à qui n'avait aucune marge de manœuvre, à qui on manquait de respect constamment et perpétuellement, qui n'avait pas son mot à dire sur la manière de jouer, à qui on disait tu fais ça et tu fermes ta gueule, on veut que tu fasses ci, on veut que tu fasses ni, on veut que tu fasses là. Et quand pendant 5 ans j'en ai pris plein la gueule et je n'ai rien dit et je suis resté focus sur mon objectif, forcément à la fin, malheureusement, quand Manu est revenu, il a fallu faire un choix et j'ai bénéficié de l'appui des cadres et de l'équipe qui, à juste titre, ont mis en avant le fait que j'avais fait toute la campagne et que c'était pas normal de me faire dégager juste avant les Jeux. Et ça a été très dur pour Manu et je le comprends. Mais ça aurait été invivable pour moi après tout ce qui s'était passé. De toute façon, on méritait tous les deux d'y aller. Donc encore une fois, ça fait partie du sport, ça fait partie de la vie. Et il y a pas très longtemps, je me suis entretenu avec ce personnage qui m'a soutenu mordicus que ma place n'a jamais été en péril. Et je lui ai soutenu mordicus que si Mag n'avait pas été naturalisé et Manu n'était pas parti, jamais je serais allé aux Jeux Olympiques. Et ça, j'en suis persuadé. Mathieu, là, on parle. Tu parles du sélectionneur d'équipe de France à l'époque. Dis rien, Joker, dis rien. Oui, oui, forcément, je parle de Florian Brouzot, avec qui j'ai vécu 5 années extrêmement de vie. Donc oui. Oui. Donc après, voilà, il y a eu une période de gros troubles entre 2016 où on finit les Jeux et on s'est parlé, je crois, en 2021 quand je suis à Noisy. On allait discuter tous les deux à l'INSEP et on a mis les choses à plat pendant 1h30. J'ai balancé tout ce que j'avais à dire et lui a eu l'air extrêmement surpris et limite choqué de ce que je lui ai dit. Et selon lui, ça n'est pas rendu compte et ça n'a jamais été ses dessins, si tu veux. Voilà. You've got social dialed in. Search is doing its thing. So why do your marketing results look the same as 6 months ago? That's because you're fishing in the same pond as everyone else. Podcast listeners are a different audience entirely. More engaged, harder to reach through traditional channels, and ready to act when someone they trust makes a recommendation. We're Acast, and we put them right in front of you. Browse thousands of the world's leading podcasts, book host reads or run your own ads, and track every conversion in real time. Same skills you already have, brand new results. Acast. Acast.com/advertise. Mon intention, mais ça va pas me prendre pour un con non plus aussi à un moment donné, quoi. Après, il a fait ses choix, il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai rien à dire sur ça, mais de mon côté, je trouve que ce que j'ai vécu pendant 5 ans, je le méritais pas. Et 2, c'était extrêmement injuste et irrespectueux pour moi. Est-ce que justement l'arrivée au jeu, du coup, l'atteinte de l'objectif, sur le moment, n'a pas gommé, c'est l'événement qui a pris le dessus? Non, parce qu'encore une fois, le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, le profil des entraîneurs comme un monsieur comme Florian Brouzot ou un Stan Lardon, si tu veux, sans leur manquer de respect, encore une fois, ça a été des chiens de guerre. C'est des mecs qui sont arrivés là où ils sont arrivés à force de travail, de discipline, de rigueur et de mental. Encore une fois, je vais dénigrer ni l'un ni l'autre pour leur niveau en polo, il y a pas de problème. C'est pas la question. Mais si tu veux, arriver à un certain moment en termes de haut niveau,
il y a à un moment donné un ratio bénéfice-risque qu'il faut mettre en valeur. C'est le problème, c'est qu'avec un mec comme moi, talentueux, intuitif, créatif, ben, pour des entraîneurs comme ça, c'est extrêmement stressant, extrêmement stressant. En fait, ils n'ont jamais essayé de me faire confiance, de faire en sorte de rentrer dans le cadre et de me permettre d'en sortir à certains moments pour apporter ce côté magique et un peu inattendu que je pouvais apporter. Non, moi, pendant 5 ans, on m'a cloisonné dans un espace, tu fermes ta gueule, tu rentres, tu nages. Si t'as un shoot, tu peux le prendre, et encore, si c'est la bonne situation. Sinon, derrière, tu ne fais rien. Donc, en gros, comme j'ai dit, bah, tu prends un coq, tu lui coupes les couilles, t'en fais une poule. Voilà. Point barre. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant 5 ans. Et le problème des profils d'entraîneurs comme ça, c'est qu'en fait, c'est zéro risque. On ne prend pas de risque. Et donc, des joueurs comme moi, en fait, au final, c'est pas viable. Donc, en fait, on te prend parce que t'es talentueux. Mais en fait, à aucun moment, on te laisse t'épanouir et avoir ton jeu et ta personnalité dans la compétition. Impossible. Mathieu, ce tournoi de Trieste, c'est aussi, tu as été l'un des héros avec l'une des images de ce tournoi quand même. C'est ce fameux penalty contre les Pays-Bas où, donc, on rappelle le truc, hein, les Pays-Bas ont battu donc l'Espagne. Et ce qui fait que, bah, au lieu de croiser l'Espagne, vous pouvez quand même les remercier, les Pays-Bas, parce qu'au lieu de croiser l'Espagne, qui aurait été quand même une toute autre affaire, vous croisez avec les Pays-Bas, qui à l'époque avaient une bonne équipe, hein, Lindau, tout ça, machin. Et vous avez cette fameuse séance de tir au but, était le premier tireur pour la France, enfin, le premier tireur tout court. Et t'as cette balle qui t'échappe. Alors, en fait, il faut bien savoir que là, on est en pleine Coupe du Monde de foot. Donc, les gens savent pas comment ça marche au polo. Au polo, les premiers tireurs, si la série se termine à égalité, bah, c'est les mêmes qui retirent à nouveau, à la différence du foot. Le foot, tu marques pas, mais tu tires qu'une fois. Donc toi, il faut que tu digères quand même ce truc assez énorme et puis te remobiliser quand même en te disant, si jamais ça va à nouveau au bout, je vais à nouveau retirer en premier. C'est quoi ton état d'esprit global c'est quand même vachement inhabituel, quoi. Bah, faut voir le contexte, en fait. C'est que déjà, quand il demande de qui veut tirer, moi, je suis un des premiers à dire oui. Mais je dis, je veux pas tirer en premier. Forcément, encore une fois, on m'a pas écouté, on n'a pas demandé mon avis. Donc, Mathieu, tu tires en premier. J'y vais et je commence à m'avancer. Et là, Mehdi Marzouki me dit, Matt, prends le bon ballon qui t'échappe pas comme les 2-3 fois qui t'est arrivé avant. Et il dit, allez, ok, on est bon. Donc, je demande les 3 ballons au juge de ligne. Je prends 3 ballons et je prends le meilleur. Et là, je m'avance pour tirer et l'arbitre, il me dit, papa, c'est pas la France qui commande, c'est la Hollande. Et là, à partir de là, je savais que j'allais draper. Il y avait trop. Ça faisait trop d'un coup. Donc, au final, encore une fois, j'ai même pas le temps de le tirer parce qu'elle m'existe des mains. Et derrière, encore une fois, si je marque, je tire et je marque. Derrière, quand Garceau arrête Spiker, c'est fini. On n'est même pas obligé de tirer le dernier. Toi, tu voulais tirer en quelle position? J'ai dit n'importe laquelle sauf le premier. J'ai même pas mis. Mehdi a voulu être le dernier, pas de souci, ça me dérangeait pas. Mais j'ai juste demandé pas premier. N'importe lequel, mais pas premier. Eh ben, on m'a mis premier. Et puis bon, après voilà, encore une fois, c'est anecdotique, mais ça prouve aussi encore une fois les incertitudes du sport. Mais encore une fois, c'est si je tire, je marque. Et que derrière, Garçon arrête le dernier de Spike. La séance de penalty, elle est finie. Donc après, encore une fois, le fait que j'ai raté, mine de rien, a permis à Mehdi de marquer le dernier. Et donc bon, voilà, donc c'est une très bonne chose aussi. Donc ça se goupille bien pour certains, ça se goupille mal pour d'autres. C'est pas grave, c'est le sport, mais c'est clair que si on avait perdu par rapport à ça, ouais, je pense que je me serais foutu en l'air. Ouais. Normal. Et puis bon, écoute, est-ce que tu as eu peur à un moment donné, peur, est-ce que tu as peur de faire la carrière que tu as fait sans connaître le parfum olympique et de te dire finalement j'aurais joué 20-25 ans et puis sans aller au jeu et ce qu'aurait créé évidemment un manque. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, même si Trieste c'était la dernière chance, est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, je vais passer à côté et c'est foutu? Alors non, parce que je vais te dire un truc, Trieste, jamais je m'y serais attendu de toute ma vie déjà. Tu veux, quand je suis rentré en équipe de France à peu près en 99-2000, quand on se qualifie pas justement à Hanovre, très très souvent, beaucoup de personnes me demandaient les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques. Si tu veux, moi quand j'ai commencé en 99 en équipe de France, on va dire ce qu'il en est. La période Malara, elle était exceptionnelle, mais derrière, entre la période Malara et la période Brouzot, ça a été une des pires périodes de l'équipe de France. Donc faut dire aussi ce qui est. Moi, je me rappelle avec Christophe à l'époque où je suis rentré, on jouait des équipes nationales à l'époque.
où il y avait une grande majorité de joueurs entre 28 et 35 ans. Nous, ça s'arrêtait à 25-26. Donc, on était des enfants qui partaient à la guerre contre des canons et des artilleurs. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, je me suis toujours dit, en fait, les JO, c'est mort, on n'ira jamais. Et Hanovre a été aussi une conséquence. Donc, pour moi, les Jeux, en soi, ça a toujours été un rêve, mais ça n'a jamais été une réalité. J'étais persuadé qu'on n'irait jamais. Moi, à Hanovre, j'y croyais. Ah ouais, moi aussi, franchement, je vais te dire un truc, je croyais même que vous alliez vous qualifier et que j'allais arriver après, tu vois. Mais en soi, ouais, après, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport, mais moi, vraiment, après Hanovre, clairement, tous les gens qui me posaient alors les jeux, je leur disais, mais on n'ira jamais, on est trop on n'est pas bon, on est trop nul. Et en plus, à l'époque, il y avait les limitations des étrangers, donc encore une fois, j'ai envie de te dire, quelle équipe de France? On n'en avait pas. Comment t'as vécu cette émergence justement de cette équipe nationale avec donc un focus qui a été fait sur ta équipe parce qu'elle a fini d'abord 6e mondiale au championnat du monde à Fukuoka, ce qui était quand même pas mal, en perdant au quart contre l'Espagne, la fameuse Espagne de très peu, en menant 7-4 et puis en se faisant rattraper un peu à la fin. Et puis ensuite, ce championnat du monde où la France échoue d'un rien en éliminant la Hongrie et échoue contre la Croatie. Et cette espèce d'effervescence autour de l'équipe de France avant les Jeux de Paris 2024, où effectivement on avait connu des résultats qu'on n'avait jamais eu avant, où l'équipe, on en avait parlé avec, je crois que c'est Hugo, a battu tout le monde sauf l'Italie. Comment t'as vécu, toi, qui étais encore acteur à ce moment-là, mais plus de l'équipe nationale, comment t'as vécu un peu cette émergence des résultats de l'équipe de France? Très sincèrement, je vais dire une chose qui va choquer beaucoup de monde, mais j'étais persuadé que ça allait foirer à la fin sur le fond. J'ai été émerveillé, j'ai été enthousiasmé, j'ai été subjugué, j'ai été, je pense, le fan numéro 1 de cette équipe de France parce qu'elle m'a fait rêver. Elle nous a apporté cette dose de bonheur et de rêve dont avait besoin le water-polo français. Mais pour en revenir à la discussion qu'on a évoquée tout à l'heure par rapport au sélectionneur, le jour où on a eu cette discussion, il m'a dit « T'inquiète, je ne ferai plus les mêmes erreurs » et je lui ai dit « Si, tu feras exactement les mêmes et t'en feras d'autres. » Et pour moi, les Jeux sont la résultante je suis désolé, de son profil et de la résultante des choix qu'ils ont fait. Parce qu'encore une fois, ils font 4e au lieu de surfer sur la vague, au lieu de surfer sur l'euphorie, au lieu de faire en sorte que cette équipe de France, elle vive bien, elle soit heureuse, elle soit épanouie, elle ait confiance des chances qu'elle a, et on la laisse prendre son destin en main. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Matraquage physique, matraquage psychologique, matraquage, tout ce que tu veux. Les mecs sont arrivés à Paris, ils sont chiés dessus, et c'est d'une conséquence de la gestion du staff. Point, barre. Je suis désolé. Est-ce que tu penses que l'équipe de Paris, qui est différente de l'équipe de Doha, qui était 6-7 mois avant, est-ce que tu penses que l'équipe de Paris était la meilleure possible? Là aussi, vous êtes en train de me chauffer, là, c'est pas possible. Non, parce que je suis désolé, pour moi, il y a un gamin qui aujourd'hui est le gamin le plus détesté de France alors qu'il a rien demandé, qui a été pris en lieu et place de 3 joueurs de niveau international qui avaient leur place et qui avaient la possibilité d'aller au jeu. Donc non, c'était pas la meilleure équipe parce que pour moi, il y a un gamin talentueux qui avait des qualités pour son âge et qui avait la possibilité de rentrer plus tard sans aucun problème, mais qui encore une fois a été posé là par des choix politiques et personnels alors qu'il avait rien à faire là. Et je suis persuadé encore une fois que à certains moments on aurait eu un Do Carmo ou un Canon qui est capable à un moment donné de petits coups de roublardise, d'impact, de rentrée, de choses qui font peur encore une fois au staff. Peut-être qu'à certains moments on a été coincé, peut-être que ça aurait peut-être débloqué la situation, mais encore une fois, la philosophie réductrice et fermée ne peut pas amener d'autres résultats que ce qu'ils ont été. Donc non, clairement, l'équipe de 2024 n'était pas la meilleure parce que on a mis un gamin là qui a rien demandé, qui a pris les foudres de tout le polo français alors que c'est un gamin extraordinaire, adorable, gentil, respectueux et talentueux, et qui s'est fait détester à cause de choix très controversés qui n'avaient rien à faire là à ce moment-là. Et je pense que beaucoup de monde est d'accord avec ça. Mais c'est bien d'apporter cet éclairage parce que voilà, toi tu l'as vécu de l'intérieur et c'est vrai que on va dire que dans cet épisode et dans ta personnalité, voilà, il y a
tu peux te permettre de peut-être illustrer certaines choses que d'autres n'osent pas dire. Et donc, après, je sais pas le but de faire de la polémique, mais en tout cas, Non, mais voilà. après, encore une fois, ce que je dis n'engage que moi, hein. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon d'en tirer des conclusions. Et aujourd'hui, je suis pas là pour tirer à vue sur Fernand Brogo, sur la Fédé, sur ce gamin, sur ou plein d'autres choses. Hein, attention. Aujourd'hui, voilà, on parle simplement de water polo. Vous me posez des questions et moi, je dis mon sentiment par rapport à ce que j'estime être plus ou moins ce qui se rapproche d'une réalité qui est la mienne, qui est peut-être pas celle de tout le monde, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité en certains dossiers ou certains sujets, quoi. C'était bien d'avoir ton avis là-dessus. Oui, effectivement. De quoi tu veux parler, Christophe? On va partir un peu, on va prendre un peu de hauteur et sortir un peu voilà de ces derniers éléments. On n'a pas abordé ta fin de carrière aussi à Aix, je pense, qui a été marquante. Mais tu as une des plus longues carrières qu'un joueur de water polo peut avoir. Si tu devais retenir 2-3 choses dans cette carrière, ça serait quoi? Alors la première, elle vient de me revenir comme un flash. Je crois que c'est mon premier entraînement de water polo où j'avais 9 ans, je crois. Et je me suis entraîné avec l'équipe de mon frère qui avait 3 ans de plus. C'était à Clavet, je m'en souviens de toute ma vie. Et l'exercice, c'était taper la balle contre le mur, la récupérer, se tourner, la retaper contre le mur. Et j'avais battu un joueur né en 79, dans 3 ans de plus que moi, qui faisait du polo depuis 2-3 ans. Et je me rappelle, je l'avais tout chambré. À partir de là, Yannick Bougnot avait été émerveillé et je pense que tout est parti de là. Donc, je pense que c'est vraiment l'élément déclencheur et peut-être un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Derrière, il y a la Coupe d'Espagne à Sabadell, à Alcorcón, quand on la gagne alors qu'on est absolument pas favori, alors qu'on bat Barceloneta en demi-finale, Barcelone en finale, Tarrasa en quart. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel ce qu'on fait cette année-là et c'est mon premier titre majeur, on va dire, européen. Et j'ai jamais su si j'étais le premier Français titré de l'histoire ou pas, mais j'ai vécu cette idée toute ma vie, donc ça me va très bien. Et donc je pense que c'est aussi quelque chose d'extrêmement marquant pour moi. Et puis derrière, oui, clairement les Jeux Olympiques qui sont la troisième et la dernière expérience exceptionnelle de ma carrière, ça c'est une certitude. Mathieu, sur cette période, donc on a dit 1997-18 jusqu'à 2023. En 25 ans, il y a eu beaucoup de changements de règles, des bonnes, des moins bonnes, des trop fréquentes, dans celles que je trouve bien, moi c'est le bassin de 25. Bon, la réduction du temps d'attaque, pourquoi pas, la flying zone, tout ça, ça me dérange pas. Par contre, ces pénaltys un petit peu à rallonge qui sont donnés, j'allais dire une chance au grattage, une chance au tirage, c'est-à-dire que même quand tu rates, on te donne quand même le pénalty parce que t'as raté, même si tu rates tout seul. Comment tu juges un petit peu est-ce que c'est pas une faiblesse de notre sport justement de chercher des nouvelles règles pour essayer d'être vendable, j'allais dire? C'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que tu t'as préféré jouer avec les anciennes règles ou avec les nouvelles? Moi, je me rappelle d'une règle où tu avais 2 Hongrois et un gardien dans la cage avec les 2 bras levés, fallait se lever tôt pour les marquer. Donc, encore une fois, je te dis que il y a des règles qui évoluent dans le bon sens, dans le mauvais sens. Je pense qu'aujourd'hui, le polo se trompe un peu de cap. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur jeu pour le polo, c'est 25 sur 8 lignes. Ça permet vraiment d'avoir de la largeur. Ça permet vraiment et je trouve que le jeu est beaucoup plus rapide. Et quand le jeu est beaucoup plus rapide, c'est ce que je préfère dans le water polo. Parce qu'il est plus technique, il y a plus de shoot, il y a plus de tentatives. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui correspond plus au water polo. Les 30 mètres, à un moment donné, c'était un concours de natation. T'étais meilleur nageur, t'envoyais tes contre-attaques, c'était insupportable. Le temps que tu récupères la balle, t'avais plus que 10 secondes devant. Et pour les joueurs d'attaquants de pointe et tout comme ça, c'était des calvaires. Donc, encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui que le combat physique est plus répétitif et plus présent. Mais je trouve que le jeu a quand même gagné en vitesse, en technique et dans pas mal d'autres trucs. J'en parlais à la fin de ma carrière avec des gamins, je leur disais, vous vous rendez compte, moi j'ai connu les drapeaux, j'ai connu à l'époque, nous on n'avait pas de faute à 5 mètres, pas de faute à 7 mètres, et il y en avait 35 secondes, etc., etc. Donc, ça fait partie du jeu. Encore une fois, le problème, c'est que, de toute façon, le problème du water polo, c'est que rien n'est fait dans l'esprit et dans le sens du water polo pour tout le monde. En France, le bien commun n'est pas respecté. En France, toutes les décisions qui sont prises dans le championnat de France français
ne sont pas en faveur du water-polo pour faire grandir le polo water-polo, pour faire développer le polo et pour faire en sorte que le water-polo devienne un vrai sport. Ce n'est que, et au niveau européen c'est la même chose, et au niveau mondial c'est la même chose. Ce ne sont que des intérêts personnels de personnes qui sont influentes, qui sont là pour tirer les ficelles et se mettre bien elles, faire en sorte qu'elles aient les premiers rôles et faire en sorte qu'elles influencent tout au niveau du water-polo. Et voilà pourquoi c'est constamment la merde. Voilà mon avis. Tout est politique. Ouais, politique. ouais. Oui, le politique, Ouais, ouais. pas sur le sportif. Ouais, c'est politique. En France, c'est politique. C'est de l'influence de certains clubs au détriment d'autres. À une époque, on a connu la grande mafia italienne au niveau européen. Ça n'a pas forcément beaucoup changé. Aujourd'hui, grâce aux médias mainstream, il y a de plus en plus de scandales qui sont mis en avant, notamment grâce à Total Water-Polo, etc. Parce que les gens en ont plein le cul aujourd'hui de se faire un peu limer de tous les côtés. Donc, est-ce que ça change forcément la donne? Non. Mais ça permet à certains moments de mettre un petit peu en lumière des aberrations et des choses qui ne sont pas dans l'intérêt du sport et dans l'intérêt du water-polo, tout simplement. Et je pense que ça serait une meilleure chose pour nous en France et une meilleure chose pour le polo européen si c'était différent. Ça, c'est une certitude. On a un polo français qui est un peu contrasté. On va parler un peu d'avenir parce qu'on a une équipe, donc Marseille, qui a gagné une Coupe d'Europe cette année, quand même une sacrée Coupe d'Europe, parce que bon, enlever Savon, Sabadell, Radnicki et Split, c'était quand même un chemin difficile. Mais j'allais dire, c'est devenu quand même un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Comment tu vois, on a perdu Mike Bodegas il y a une semaine. On va perdre des joueurs fondamentaux. Ah, on l'a pas perdu. Arrête. Non, oui, on a perdu. Le polo l'a perdu. On va finir par perdre Hugo à un moment donné. Donc, on va perdre un petit peu au fur et à mesure ces joueurs-là qui ont fait quand même les succès de l'équipe de France. Comment tu vois un peu l'avenir de la discipline en France? Mal, très mal. L'avenir, je le vois assombri, je le vois dégueulasse, je le vois catastrophique, je le vois. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, tout le monde essaie de se comparer à Marseille, tout le monde essaie d'approcher Marseille, tout le monde essaie de. Mais c'est fini, il faut arrêter Marseille. Et après, voilà, moi je contraste un peu cette saison de Marseille qui était quand même parti pour aller au Final 8, au Final 6 de Ligue des Champions. Donc derrière, ok, tu gagnes l'Eurocup, c'est très bien. Mais à un moment donné, l'équipe n'a pas été bâtie pour gagner l'Eurocup. Donc c'est extraordinaire pour le polo français. Je faut les féliciter pour ça. Mais comme tu dis, pour moi, c'est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt. Donc pour ce qui est du water-polo français, moi, je vais prendre un exemple très clair. Quand j'ai commencé en 96, il y avait déjà ce côté un peu résigné au niveau marseillais. C'est-à-dire qu'en fait, les clubs savaient que Marseille était au-dessus, mais ils s'en préoccupaient pas. Ils se préoccupaient de Montpellier, ils se préoccupaient de Saint-Jean-d'Angély, ils se préoccupaient de Strasbourg, ils se préoccupaient de tous ces clubs-là. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est tout le contraire. Tout le monde veut être comme Marseille, tout le monde prend un exemple comme Marseille, alors qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde gagnerait, tous les clubs gagneraient à poser des projets de 5 à 10 ans, de faire leur travail dans leur coin, faire en sorte de faire évoluer leur club, leur développement et plein de choses, d'avoir une équipe compétitive, de faire le championnat comme ils doivent le faire, de former les gamins, de les monter en élite et d'avoir des équipes compétitives entre elles et d'aller chercher des perfs en Coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, il faut arrêter cette course effrénée à Marseille. C'est inutile, c'est stupide et encore une fois, moi aussi, je trouve que Marseille aussi se trompe. Marseille se trompe dans sa vision des choses parce que, encore une fois, quand ils arrivent au Final 8 pour la première fois, je crois, il y a 4 ans, tu regardes l'équipe, il y a 3 étrangers et il y a des joueurs français talentueux, des gamins formés au club. Et c'est là où, pour moi, ils ont eu le plus grand esprit marseillais, français, qu'une équipe qui était soudée, unie et qui allait chercher quelque chose de plus extraordinaire pour moi que la Coupe d'Europe qu'ils ont aujourd'hui parce que c'est normal pour une équipe comme ça de gagner à l'Eurocup. C'est ce que je disais, on disait ça sur le dernier podcast, c'est que l'exemple frappant pour moi, c'est le petit Mathis Mas, donc qui est un gamin du club qui est formé, qui est un bon petit joueur et qui part le Marseille perd Spajic. Et donc Mathis Mas qui à la limite que tu as envoyé à Strasbourg pour se façonner un petit peu, reviennent au club et en fait, ils vont prendre un Espagnol en 2006 à la place et Mathis Mas lui part en Espagne. C'est-à-dire qu'il va faire un peu le chemin que tu as fait toi mais un peu différemment.
Mais c'est vrai que ça aurait été bien quand même de faire la place à un jeune du club et de le faire revenir. Parce que je l'ai dit aussi, si tu mets les De Revier, Tavel de côté, qui de temps en temps on leur donne un petit peu à manger en championnat, le dernier vrai joueur qui a été formé au club, c'est Thomas. Et Thomas, il va avoir 25 ans. Donc c'est un jeune encore évidemment, mais c'est pas normal que dans un club comme ça, t'aies pas un joueur de moins de 25 ans qui intègre pas l'équipe première, à mon Ouais, sens. parce que ça a été un choix aussi. Hein. Marseille a clairement fait le choix d'arrêter les U9, d'arrêter les U12, d'arrêter les U10, et ils se sont flingués. Et aujourd'hui, en fait, depuis 2-3 ans, en fait, c'est une braderie honteuse où ils vont chercher tous les mecs qu'ils peuvent pour les faire venir à Marseille, pour voir s'ils peuvent en faire quelque chose. Une fois qu'ils peuvent plus rien faire, ils les dégagent et je trouve ça hyper malsain et hyper moche. Et encore une fois, le côté le sujet que tu viens de soulever par rapport aux jeunes espagnols, ça encore une fois, c'est une question de mafia et de politique. C'est l'Espagnol qui a dit enlève-moi le gamin de Mataró, envoie-le en France, fait comme par hasard, qui est l'entraîneur de la défense des Espagnols. C'est Stepanovic. Donc encore une fois, comment t'expliques qu'un gamin qui est très bon, qui a un avenir intéressant en Espagne, arrive dans une équipe qui vient de gagner l'Eurocup? À un moment donné, c'est trop gros tout ça, donc c'est dommage. C'est dommage parce que derrière, il n'y a pas de schéma logique, d'étapes qui sont franchies, construites dans le bon sens et pour arriver à des vrais projets, à des vraies visions pour Marseille et pour d'autres, hein, forcément, évidemment. Donc oui, moi tout ça, je le vois que d'un mauvais œil parce que ça ne fait que continuer à alimenter cette mauvaise ambiance et cette névrose du polo français. C'est triste à mourir. On met Marseille de côté parce qu'on a dit qu'il y avait un championnat à 2 vitesses, mais c'est quoi? Bon, on l'a un peu évoqué aussi à travers des nombreuses questions, la formation, etc. Mais quelle vision tu portes, toi, sur, allez, on va dire, les 2 principaux championnats sur lesquels on fait aussi régulièrement des commentaires, donc l'ANA, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, et l'élite par rapport au nombre de clubs, par rapport au niveau. Voilà, toi, tu as arrêté il y a 1 an. Comment tu as vécu cette saison un peu à distance? Moi, je pense que la N1 devrait limite servir un peu devrait reprendre un peu le modèle des réserves qu'on a connu. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, tu avais l'élite et les réserves. Et dans les réserves, tu avais des mecs qui avaient pas de niveau pour être en élite, mais contre qui il fallait que tu te fightes sévèrement parce que c'était pas des enfants de cœur. Tu avais aussi parfois des internationaux blessés qui refaisaient qui faisaient leur retour en réserve et justement quand t'es gamin, imagine un mec qui arrive qui a 17 ans et qui joue contre Perlinovic qui vient de se blesser 3 semaines avant et qui reprend en réserve avec Marseille parce qu'il a besoin de temps de jeu. Donc voilà, je trouve que ça pourrait être aussi une antichambre d'orientation et d'expérience pour à un moment donné l'élite parce que moi j'ai vu des matchs cette année et je trouve le niveau catastrophique. C'est catastrophique. Le niveau technique, il est pourri. Le niveau tactique, il est horrible. Et l'intelligence de jeu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'impression de voir du foot. Je te jure, des fois, c'est catastrophique. Ah, je sais pas, ok, je peux admettre à un moment donné que moi, j'ai une vision de jeu et des qualités qui ont fait que je voyais des choses que certains ne voyaient pas. Mais à un moment donné, il y a des choses que je vois. Je me dis, mais comment à un moment donné, ce mec-là a pas pu faire la passe à ce moment-là? Comment le mec attend 3 heures pour faire une passe? Comment la passe peut être 3 mètres au-dessus, 4 fois d'affilée en changement d'aile? Comment le gamin est pas capable de prendre la balle et d'avancer pour aller menacer et créer le décalage? Comment on peut arriver en fin de contre-attaque sur un pressing et pas être capable de poser la balle en pointe, etc., etc. T'as l'ABSC, le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient qu'à un moment donné, tu ballottes un peu les jeunes à droite, à gauche, où tu récupères un mec là, un mec ci, parce qu'à un moment donné, t'as un petit peu plus de thunes. Donc, t'essaies de faire des petits coups de temps en temps. Mais, tu formes plus les gamins comme avant. Tu ne formes plus les jeunes comme avant. Et encore une fois, tu vois, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et tu le vois dans beaucoup de sports, aujourd'hui, on est de plus en plus en train de faire des athlètes et plus des joueurs. Aujourd'hui, c'est muscu à balle, natation à balle, course à balle, tout ce que tu veux à balle, mais il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de personnalité, il y a plus rien en fait. En fait, tu prends les gamins, t'en fais des robots, tout le monde va faire ça, tout le monde va faire les mêmes gestes techniques, tu ne
prends plus le temps de travailler sur les qualités intrinsèques du gamin pour faire en sorte que ces qualités intrinsèques lui servent à être un joueur différent des autres. Non, tu prends tout le monde, tu fais faire la même chose à tout le monde, et si un n'est pas content, c'est un petit con, c'est un caractériel, oh là là, c'est pas le genre idéal, faut l'enlever du milieu du water polo, du foot, de ce que tu veux. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. T'es en train de faire des robots athlètes qui comprennent plus rien à rien, qui sont juste là pour envoyer du physique et qui n'ont plus aucune créativité, aucune folie, aucune intuition, aucune personnalité. Et ça, tu l'as perdu parce qu'à un moment donné, t'as enlevé le conducteur qui était l'éducateur, clairement. Ouais, bon, on revient un peu au point de départ. Bon, on pourrait faire plein d'épisodes et continuer à discuter longtemps, mais on se rapproche de la fin, ça fait un moment qu'on discute. Je voudrais revenir juste sur... alors, il y a eu un intermède quand tu étais jeune, et tu l'as dit, le fait de faire... enfin, je pense que c'est ce qui a fait aussi ta singularité, c'est de faire le basket, du hand, du volley, tout ça à côté, de s'inspirer, de s'alimenter avec d'autres sports. Mais dans ta vie, il y a une spécificité un petit peu à 7, c'est les joutes. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot là-dessus? Ah ouais, bah écoute, je viens de me faire le genou, donc magnifique les joutes. J'ai bien fait d'arrêter le polo pour faire des joutes. Là, dernier entraînement, je me suis luxé la rotule, je me suis arraché tout le genou droit, et mon tibia est à la perpendiculaire. Donc voilà, on peut dire une reconversion gagnée, magnifique, et bravo à moi quoi. Non, mais bon, blague à part, bah oui, bah les joutes, être prêt, ça a toujours été un rêve de gamin. Forcément, quand tu viens de Sainte, que tu as été baigné là-dedans, dans la Saint-Louis, la Saint-Pierre, les joutes, le folklore, les traditions, parce que moi, c'est quelque chose de très important pour moi, les racines, les traditions, l'appartenance. J'ai toujours dit, faut savoir où tu vas, faut savoir d'où tu viens, faut savoir qui tu es, pour savoir ce que tu veux devenir plus tard. Donc pour moi, les joutes, c'était quelque chose de logique. Je savais que j'y viendrais un jour, et c'était un rêve de gamin. Combien de fois j'en ai rêvé, les jours de Saint-Louis, de me retrouver en haut sur la Tintaine et de jouter. C'était quelque chose un rêve de gamin. Alors oui, c'est dangereux. Alors tout le monde aujourd'hui, ah, tu vois, t'es débile. Ouais, encore une fois, on t'avait dit. Ouais, mais encore une fois, moi, j'ai passé ma vie à vivre. Et vivre, c'est vivre des expériences, c'est faire des choses qui nous rendent heureux, qui nous rendent profondément Vivant. bien. Vivant. Voilà, vivant, exactement. Ouais. Mathieu, tu t'es blessé en prenant un coup de lance? Ah, c'est à l'entraînement, en fait. Non, je suis descendu pour aller justement, parce qu'en fait, si tu veux, aux entraînements, on a deux chariots par terre et on les croise. Donc, on a le pavois et la lance. Et en fait, on se croise et en fait, on répète des gestes techniques pour essayer justement d'acquérir la technique. Et la meilleure des techniques, c'est vraiment descendre en pente avant sur ton genou gauche pour aller vraiment essayer de chercher ton centre de gravité le plus bas pour essayer de soulever le mec. Et en fait, quand je suis descendu, ben, mon genou, en fait, il a vrillé. Et je me suis retrouvé les quatre fers en l'air avec, comme je te dis, un tibia et un genou comme ça. Donc voilà, comme ça. Mais encore une fois, comme je te dis, j'ai vécu ma carrière en faisant vivre ce petit gamin adolescent à l'intérieur de moi qui a toujours eu ce profond bonheur de ne faire que jouer simplement au water polo. Et pour moi, en fait, faire des joutes aujourd'hui, c'est la même chose. C'est faire des choses qui me font plaisir, qui me rendent vivant, qui me rendent heureux. Et oui, il y a des risques. Mais encore une fois, il y a pas 30 ans, je disais à ma mère, je peux traverser la rue, me prendre un camion, je suis mort. Et je peux descendre les escaliers, ma claquette se prend dans un truc, je passe la tête de la première, je me tue, coup du lapin, je suis mort. Donc à un moment donné, faire des choses comme ça, c'est se sentir vivant aussi. Donc c'est pour ça que pour moi les joutes c'était une évidence et je suis déjà en train de réfléchir à quand je peux y retourner. Hein. Je me fais un malade mental sur ça. Est-ce qu'on reverra Mathieu Pesson dans le water polo, un rôle, comme tu l'as dit, d'éducateur pour transmettre la passion et puis transmettre les choses que tu as apprises, ou est-ce que, ou même entraîner une équipe première, ou je sais pas, être dirigeant d'un club, ou est-ce que le polo c'est définitivement, alors on dit jamais définitivement, mais est-ce que c'est vraiment derrière toi, ou est-ce que tu aspires quand même un jour à y retourner? Alors ça a été une condition personnelle de vraiment prendre du recul et arrêter à la fin de ma carrière et m'éloigner du water polo pendant au moins un an pour vraiment voir si ça me manquait, s'il y avait des choses qui me rendaient triste, qui me rendaient nostalgique. Et il y en a, hein, forcément, bien sûr. Donc aujourd'hui, je n'exclus rien. D'ailleurs, j'ai peut-être balancé un petit scoop. Il se pourrait que la saison prochaine, vous me voyez évoluer en deuxième division espagnole au club de Touria de Valencia. Voilà, j'ai été recruté par Iago Bofill et au club de Touria, donc j'irai sûrement au fil de la saison prochaine faire
quelques matchs là-bas et quelques matchs à Barcelone, les plus importants. Voilà, comme ça a été un délire qu'on a pris il y a pas très longtemps. Il m'a demandé, j'ai dit, ben, écoute, pourquoi pas. Mais après, il y a pas très longtemps, j'ai essayé de prendre des contacts, en allant voir Dani Bayard à Mataró, en allant voir Iago à Valencia, en allant taper du pied un peu à Aix-en-Provence. Bon, à 7, ça s'est très mal passé, donc pour l'instant, il va falloir attendre un peu que l'eau coule sous les ponts, parce que c'est quand même assez tendu ici. Mais voilà, la vie est cyclique et je pense que mon heure viendra. Mon heure viendra et encore une fois, là, je me suis donné, je suis en train de monter les projets. Je me suis donné à peu près jusqu'à décembre 2026 et si je ne suis pas pleinement satisfait des choses que je suis en train de mettre en place et des projets que je suis en train de mettre à profit, bah j'ai déjà pris contact avec en Australie, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil. Donc s'il faut repartir un an ou deux pour essayer de récupérer cette flamme entre parenthèses que j'avais perdue à l'époque où j'arrive à San Andreu en partant de 7 à cause de conditions exécrables et d'une gestion catastrophique. Ouais, je pense que si je dois y revenir, j'y reviendrai sans problème. Si on veut suivre l'actualité de Mathieu Pesson, comment on fait? Bon, c'est Mathieu Pesson sur Facebook et Mathieu Pesson sur Instagram. Non, je pense que sur les réseaux, il faut vraiment le faire exprès si on veut pas me trouver. Hein. On va dire qu'on arrive à la fin donc de cet épisode qui est bien rempli. Hein. D'ailleurs, c'est beaucoup de vérité peut-être ou beaucoup de sujets qui feront réagir probablement nos auditeurs et nos réseaux sociaux. On a pour habitude, donc ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'invité, on a pour habitude de demander, parce qu'il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle In Power, et j'aimais bien cette question-là en fin d'épisode. Si tu devais nous conseiller quelqu'un ou que tu aimerais écouter quelqu'un à ce micro, ça serait qui? Ah, vu qu'il vient d'arrêter Mike Bodegas, clairement. Hein. Enfin, moi, j'ai deux mecs avec qui je suis extrêmement. Alors, Mike, ça a toujours été une proximité respectueuse et générationnelle, si tu veux, mais on n'a jamais vraiment trop discuté en tant que vraiment amis proches ou vraiment. Mais par contre, il y a un mec avec qui j'adore discuter, j'adore débattre, j'adore parler de tout ça. C'est Enzo Katz. Voilà, on est capable tous les deux d'aller prendre une bière et de rester 3 heures, 4 heures d'affilée à tabler, à parler de polo, à parler de plein de choses. Et les discussions sont toujours hyper constructives parce que il y a un respect mutuel des valeurs, des visions de chacun et souvent l'un arrive à convaincre l'autre ou l'un arrive à ouvrir l'autre sur sa façon de voir les choses et chacun se dit ah ouais tu crois, ouais je pense et toi qu'est-ce que t'en penses, ah ouais je le voyais pas comme ça. Et je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire avec qui on peut avoir une conversation magnifique quand que lorsqu'on est proche de lui. Si on n'est pas proche de lui, ouais, c'est quelqu'un, c'est un sauvage. C'est un sauvageon. C'est compliqué d'avoir une discussion avec Enzo quand tu le connais pas parce que ça reste quand même quelqu'un de très très réservé et extrêmement soucieux de sa bulle, de sa bulle, de sa bulle. Ouais, donc c'est super dur de discuter avec Enzo, mais c'est quelqu'un avec franchement extraordinaire. Donc je pense que Mike aussi avec le parcours qu'il a, et puis c'est quelqu'un aussi qui a repensé sa vision du polo, physique, etc., qui à un moment donné allait chercher des choses que j'aurais aimé aller les faire aussi à certains moments, notamment avec la méditation et plein de choses. Il a apporté énormément de choses et je pense que c'est quand même quelque chose de très, de très enrichissant. Et je voudrais juste finir par une chose, c'est de dire vraiment à tous les gamins de France qui font du polo, n'hésitez jamais à partir si vous sentez que vous devez le faire. Ne regardez pas l'argent, ne regardez pas les appartements, ne regardez pas. Regardez juste qu'est-ce que cette expérience peut vous apporter, notamment en termes de jeu, en termes d'expérience personnelle. Moi, je suis parti jouer à San Andreu pour 500 balles par mois à 36 ans. Je prenais 500 balles par mois à San Andreu à 36 ans. J'avais 1000 euros, je payais 350 € mon appart, 150 € de bouffe, j'avais 500 balles pour vivre à San Andreu la première année où je suis né à San Andreu. Mais j'ai retrouvé la flamme, le plaisir de m'entraîner, la joie, voilà, cet enfant que j'avais perdu et qui m'avait permis de tenir autant de temps dans le polo et qui m'a relancé presque 10 ans de plus derrière. Donc voilà, donc si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, c'est vous préoccupez pas du camp dira-t-on, de ce que des schémas dans lesquels on essaie de vous confiner ou les orientations qu'on essaie de vous faire prendre. Si vous devez partir, partez, vous verrez que ce sera la meilleure chose à faire. Après, si vous voulez rester, restez. Hein. Ça arrive à des gens très bien et ça arrive à des joueurs très bien aussi.
Ça sera peut-être notre mot de conclusion. Voilà, si vous avez été assez courageux pour aller au bout de cet épisode et que vous avez survécu à cette interview très fleurie de Mathieu Pessan, qui n'a pas lésiné à balancer quelques polémiques, voilà, vous avez profité d'un bon épisode et on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. À très vite. Merci, ciao. Merci à tous. Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book host-read sponsorships or run your own ads, all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.